Mais j'avais rejeté tout ça à l'adolescence et je pensais que la science avait la réponse au mystère du monde, si tu veux. Et puis la philosophie permettait d'éclairer un peu les découvertes de la science, quoi. Et quand j'ai découvert ce phénomène de l'expérience de mort imminente, tout ça, ça a volé en éclats parce que, en fait, ça a fait remonter à la surface des souvenirs d'expériences que moi j'avais vécues dans la petite enfance, notamment, et qui étaient restés un grand mystère dans ma tête, mais que j'avais occulté. Alors, moi, je faisais beaucoup de rêves lucides, en fait. Ah Ce oui. qu'on appelle rêves lucides aujourd'hui, mais c'est des catégories qui sont un petit peu controversées, parce que tout ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu contrôlais ton rêve. Ouais, Tu faisais un peu ce que tu voulais dans ton rêve. Ouais, je volais dans mon rêve au-dessus de Tu étais conscient dans ton rêve. Voilà. C'est ça, hein? J'étais en train de voler au-dessus de la cour de mon école, et je savais que je rêvais, et je savais que je volais pour de vrai. Jocelyn Morisson, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez Jocelyn aujourd'hui, ce lundi 30 juin 2025. Et Jocelyn a accepté mon interview, cette rencontre un peu au dernier moment, une organisation comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire à l'arrache. Donc je suis chez toi, dans ton salon, il fait près de 40 degrés dehors. Donc on est au chaud là, on est bien. Et on va faire un interview, j'espère assez complet, on a un peu de temps devant nous. On va commencer par, puisqu'on est chez toi, par qui tu es, avant que tu nous parles de tout ce que tu as fait, de toutes les rencontres que tu as fait, et toutes les interviews, tous les articles, parce que tu es un journaliste scientifique. Mais on est chez toi, donc tu es un journaliste scientifique qui habite aux alentours de Toulouse, mais qui travaille sur toute la France. Alors la première question que j'aimerais te poser, parce que j'ai quand même noté pas mal de choses, si j'arrive à revenir sur le document, tu as un parcours, alors toi tu te décris d'ailleurs sur ton blog comme journaliste de formation scientifique, pas journaliste scientifique. Ouais, on peut dire les deux. Ouais. On peut dire les deux. Tu as suivi des études scientifiques en biologie, c'est ça? Ouais, sciences de la vie, ouais. Sciences de la vie. Et alors pourquoi tu n'as pas continué dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas scientifique? Alors écoute, c'est assez banal parce qu'en fait les études que j'ai faites après le DUG, donc c'était une licence et une maîtrise qu'on appelait à l'époque sciences naturelles et qui conduisait au concours de prof, donc CAPES et agrégation. Les concours pour être enseignant dans le secondaire. Et entre-temps, après ma maîtrise, j'ai dû faire mon service militaire. Donc j'ai eu l'opportunité de rester à Paris. Donc en même temps, j'ai fini ma maîtrise, il me restait un module, etc. Et après le service militaire, j'avais perdu la motivation de passer les concours. Parce que, entre-temps, si tu veux, j'avais vu aussi comment on recrutait les profs pour devenir prof de SVT, hein, donc. Ouais. Et je voyais qu'il n'y avait aucune sensibilisation à la pédagogie. Hein, dans le cursus licence-maîtrise qui était déjà orienté sur le CAPES et la GREG, hein, c'était la prépa déjà pour ces concours-là, il y avait zéro sensibilisation à la pédagogie, ou alors il y avait des cours optionnels, quoi, tu vois, bref. Et je me disais, en fait, les gens qui vont être profs, c'est des gens qui sont capables d'apprendre par cœur des listes de papillons, de coquillages et de je sais pas quoi, tu vois, de mollusques. Ouais. Mais c'est pas des gens qui savent ce que c'est un élève ou une classe, quoi. En tout cas, qui n'ont pas réfléchi à ça nécessairement. Et moi, j'avais plein d'autres passions à l'époque. J'étais très cinéphile, j'étais passionné de musique aussi, je le suis toujours d'ailleurs. Et je voulais pas consacrer 100% de mon temps aux sciences naturelles, quoi, même si j'avais une vraie passion pour ça, hein, pour la science en général et pour les sciences naturelles en particulier. Donc après mon service militaire, j'ai pris une année sabbatique, j'ai voyagé un peu hors d'Europe, aux États-Unis, tout ça, et j'ai repris une formation en journalisme scientifique. En fait, sur le même campus, j'avais fait ma biologie à Paris 6, donc à Jussieu. Et sur le même campus, il y avait l'université Paris 7, qui était plus orientée sciences humaines. À l'époque, maintenant, c'est Paris-Sorbonne, ou je sais pas quoi, ça a changé de nom, tout ça. Et ils ouvraient une formation en journalisme scientifique
pour laquelle il fallait minimum un DUG de sciences. Donc je qualifiais parce que j'avais déjà la maîtrise. Et du coup, j'ai refait un cursus licence-maîtrise et j'ai commencé un DESS en journalisme scientifique. Et après ma deuxième maîtrise, donc j'ai été recruté tout de suite pour travailler dans communication scientifique au centre de recherche de France Télécom. Tu vois, donc ça ouvrait en fait au journalisme scientifique. On était formé à la communication scientifique et technique. Ouais. Et donc les étudiants de ce cursus-là, c'était un petit effectif de 30 étudiants à peu près, tu vois, par session, par promo. Et soit c'est des gens qui devenaient journalistes, dans la presse de vulgarisation, écrite, audiovisuelle, mais il n'y avait pas beaucoup de postes, si tu veux. Soit c'était des gens qui étaient recrutés dans des services de communication, d'entreprise. C'est ce que tu as fait. Voilà, moi j'ai été pris par le Centre national d'études en télécommunications, donc le CNET, le Centre de recherche de France Télécom. Et voilà, donc du coup j'ai pas suivi le 3e cycle. Mais ça a bloqué tes études. Bah disons que j'avais déjà 2 maîtrises, donc j'ai dit ça va quoi. Et puis je commençais à être un peu âgé aussi, vu que j'avais fait le service militaire plus une année sabbatique, tu vois. Et donc j'ai commencé à bosser comme journaliste scientifique après. Ça c'était un stage en fait à France Télécom qui a duré un petit peu, quelques mois comme ça. Et puis ma première rémunération, mon premier vraiment métier quoi. Mais ensuite j'ai postulé pour un poste de journaliste en presse écrite dans la presse professionnelle du milieu de la santé. Donc c'était un mensuel en fait qui s'adressait à l'industrie pharma. Donc c'était un mensuel qui traitait de l'actualité de l'industrie pharma. Et là, donc, si tu veux, là, pour moi, ça a été la découverte d'un milieu qui est extrêmement technique, extrêmement complexe, parce que le milieu de la santé... Un milieu français. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, français, oui et non, parce que tu as des entreprises dans la pharma qui sont des multinationales. Et c'était l'époque où, justement, ces entreprises-là commençaient à prendre beaucoup d'ampleur. C'était dans les années 90, donc. Et donc, j'ai commencé là à travailler. Là, j'ai été recruté comme journaliste à plein temps. Donc, tu écrivais des articles? J'écrivais des articles dans cette revue. Pour donc un lectorat spécialisé donc santé, donc cadre dans l'industrie pharma, professionnel de santé dans différents domaines, donc médecins, pharmaciens, hôpital, etc. Et puis tous les décideurs politiques, toutes les agences, agences du médicament, etc. Toutes les comités économiques du médicament, ceux qui décident des prix, et puis les gens des ministères de tutelle, ministère de la santé, ministère de la recherche, ministère de l'économie et des finances, tu vois, en fait... Donc il y avait un impact fort, cette revue. C'était une revue pour les décideurs, hein, donc c'était assez haut niveau, effectivement. Et c'était une revue très... voilà, pour des professionnels de santé. Et donc c'est une très bonne école parce que, si tu veux, le milieu de la santé est très complexe, comme je disais, très régulé, avec plein d'acteurs différents, du public, du privé, plusieurs ministères de tutelle. On touche à des aspects scientifiques quand même, parce que c'est la recherche médicale à la base, donc la médecine, la santé, donc ça c'est ce qui me passionnait le plus, on va dire. La recherche de nouveaux médicaments, le développement, après toute la partie marketing, comment est-ce qu'on vend un médicament, et puis tu t'aperçois vite qu'on vend un médicament comme on vend des brosses à dents, hein, finalement, en faisant du matraquage. Bon, voilà. Il y a eu suffisamment de polémiques autour de ça pour que tout le monde le sache à peu près. Et puis il y a les aspects juridiques, et puis les aspects législatifs, on va dire plutôt. Donc comment c'est régulé, c'est extrêmement régulé. L'activité des médecins est encadrée, l'activité de la recherche est encadrée, l'activité du marketing des médicaments est encadrée, les prix sont encadrés, etc. Donc tu vois, ce milieu, tu as été dans un milieu très professionnel. Et donc, en allant dans le détail de ce milieu-là. En quelques années, tu deviens malgré toi expert un peu du milieu, puisque à force d'écrire sur ces sujets-là, tu finis par connaître les acteurs, les syndicats aussi de médecins, tu vois, de pharmaciens, etc. Tu connais tous ces acteurs-là, tu comprends comment ça fonctionne. Il faut quand même quelques mois avant d'avoir une image un peu globale de tout ça, parce que moi j'ai appris sur le tas, quoi, tu vois. Et c'est une très bonne école de rigueur. C'est là un peu où je veux en venir. Ça m'a donné une rigueur dans le travail de documentation et dans le travail d'écriture derrière, qui m'a servi par la suite, parce que j'ai continué à travailler dans ce milieu-là pendant longtemps, parce que parallèlement... Longtemps, c'est-à-dire parce que... 5 ans, 10 ans Ouais, 10 ans, on va dire, parce que j'ai commencé en parallèle à écrire pour les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, qui sont plus sur la spiritualité, etc. Mais j'ai pas lâché du jour au lendemain le milieu de la santé, parce que ça me permettait de vivre, en fait, tout simplement, ça me faisait de bouffer. vivre, oui.
C'est une grosse formation, quoi, une belle formation. Après études, tu es rentré dans le... Ouais, tu es obligé de comprendre tous les mécanismes, quels sont les enjeux aussi. Et puis j'ai vu aussi ce milieu-là se transformer sous l'influence justement des grandes entreprises multinationales. L'influence de l'argent. Hein, l'influence de l'argent, effectivement. Ouais. Et il y a des aspects, effectivement, qui sont très critiquables dans ce milieu-là. Mais moi, je continue à ne pas rejeter en bloc. Tu vois, le monde de la pharma, en disant « Ah, Big Pharma, c'est le diable ». Voilà, non, je veux dire, c'est absurde, tu vois. C'est la question que j'allais te dire. Alors, c'est quoi Big Pharma? Oui, ben, je ne rentre pas dans les détails, si tu veux, mais les laboratoires pharmaceutiques, ils sont indispensables, on en a besoin. On a besoin de médicaments. Donc moi, je veux bien qu'on se soigne avec des feuilles et des racines, d'accord, mais ça doit être complémentaire, si tu veux, pour moi. La médecine occidentale, elle a fait des progrès extraordinaires. La pharmacologie aussi, c'est une science très très développée en Occident. On ne peut pas rejeter en bloc tout ça comme étant aux mains tu vois, de personnes qui sont machiavéliques nécessairement. Il y a des gens qui sont peut-être machiavéliques là-dedans, mais pas plus que dans l'industrie automobile tu vois, ou du bâtiment, je dirais. Oui. Les escrocs sont partout, mais ils ne sont pas non plus... que dans j'essaie de garder de la nuance, quoi. Il faut être critique, mais je ne rejette pas en bloc ce monde-là, quoi. Et donc, ce monde, ça a duré, parce que là, tu as quel âge à peu près? J'ai 60 ans. Ah oui, mais plus, ça conserve alors, parce que tu ne les fais pas, je ne sais pas, j'ai envie de te dire ça, parce que je le vois, tu es sportif hein, aujourd'hui. Je pense qu'en plus, on a un timing un peu limité, parce que tu pars au sport en fin de journée. Tu diras après si tu as envie d'en parler, mais donc ce parcours-là, on est à la moitié de ta vie a priori. Alors attends, quoi par rapport à aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que je travaille donc à Paris. J'ai fait mes études à Paris. Je viens de la région parisienne à la base. Là, on est, tu l'as dit, dans la région de Toulouse. Donc en fait, j'ai quitté Paris en 1997 avec ma compagne et notre première petite fille. Et du coup, j'ai lâché ce poste de journaliste salarié que j'avais à l'époque dans cette revue, mais j'ai continué à travailler comme pigiste dans ce milieu-là, en arrivant à Toulouse. Et puis en arrivant à Toulouse, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui venait de monter une agence de presse santé et qui justement avait besoin de rédacteurs. Donc ça a été une suite de synchronicité assez extraordinaire, qui fait que j'ai commencé à travailler dès que je suis arrivé à Toulouse pour le journal interne, par exemple, du CHU de Toulouse, et pour d'autres, tu vois, d'autres agences comme ça, pour d'autres supports médias aussi, tu vois. Donc j'ai travaillé comme pigiste, comme rédacteur aussi en communication, je faisais les deux, en général, ce qui n'est pas compatible, mais je faisais quand même les deux. Donc là, voilà. Je vois dans mes petites notes qu'en 2003, tu collabores au magazine Le Monde des Religions et à Nouvelle Clé. C'est ça la bascule? Donc la bascule, c'est ça, effectivement, parce que donc, à la fin de mon temps de travail à Paris, j'ai découvert le phénomène qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Ah, donc, personnellement? Ouais, non, je n'ai pas vécu le phénomène. Oui. Je l'ai découvert par un livre. En fait, un livre dont j'ai entendu parler dans une émission de télévision qui s'appelait La mort transfigurée. D'accord. C'est un livre français, c'est un livre français, c'est un livre collectif qui a été édité à l'époque par l'association Jans France. Donc c'est l'association qui traitait de ces sujets-là, qui était l'antenne française d'une asso américaine. Donc ça, c'est quelle année environ? Et ça, c'est 98, 97. Ouais, c'est juste avant que je quitte Paris, 96, 97. Ouais. D'accord, c'est avant que Jean-Jacques Charbonnier se lance dans l'aventure. Ouais, mais j'ai connu Charbonnier très vite en fait à ce moment-là, puisqu'on a fait un colloque à Martigues en 2006. On s'est connus avant avec Jean-Jacques, Donc, donc cette bascule s'opère dans début des années 2000. Ouais. Tu collabores ce magazine, donc Le Monde des Religions, qui existe toujours? Non, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Fin des années 90, je découvre le phénomène de l'expérience de mort imminente. Je lis ce livre et je suis complètement estomaqué par les témoignages. Et le livre, c'était aussi un livre collectif avec des analyses de médecins, de pharmaciens, médecins, pharmaciens, de physiciens, de philosophes, de psychologues. Des témoignages. Témoignages et analyses. Mais les témoignages étaient très forts. Les témoignages m'ont vraiment pris
Ça m'a pris au trip parce que j'ai dit, des gens qui racontent des trucs comme ça, ils peuvent pas l'inventer parce que c'est trop fou en fait. Alors ça, c'est intéressant parce que donc c'est ton point de bascule quelque part par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui. Oui. C'est ce livre. Et qu'est-ce qui t'a... Mais parce que en fait... Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce livre, que tu l'as ouvert et que tu l'as lu? Alors je te dis, j'ai entendu parler du livre lors d'une émission de télévision, tard le soir, genre le Cercle de Minuit ou je sais pas quoi à l'époque. Et j'entends parler de ce livre. Et à l'époque, donc c'était une anthropologue, Evelyne Sarah Mercier, qui parlait du livre, qui avait dirigé la rédaction de ce bouquin. Et Edgar Morin avait fait la préface ou la postface, je ne sais plus. Louis-Vincent Thomas, un grand universitaire aussi de la Sorbonne, anthropologue, thanatologue, avait écrit aussi un texte. Il y avait des grandes signatures, si tu veux. Et les autres, c'était effectivement des médecins, des physiciens, des philosophes. Donc il y avait un niveau universitaire qui, pour moi, était un gage de sérieux. Donc ça, déjà, moi, je ne connaissais pas la littérature New Age. J'avais rien lu de tous les trucs de Lobsang-Rampa ou de je sais pas quoi, tu sais, toute la littérature New Age des années 70, j'étais passé complètement à côté parce qu'il n'y avait pas cet intérêt-là dans mon milieu. Dans ma famille, il n'y avait pas d'intérêt pour ça, si tu veux, donc je ne connaissais pas tout ça. Parce que toi, tu es issu d'une famille, je rebondis sur ce que tu viens de dire, famille de scientifiques ou des gens dans le journalisme intéressés par ces sujets? Non, du tout. Mes parents viennent de familles très modestes, grande famille nombreuse et tout ça, du Loiret. Et ma mère était institutrice et mon père était maître d'œuvre en architecture. Il a créé son cabinet de dessinateur pour dessiner des maisons et superviser le travail des différents corps de métier dans le bâtiment, si tu veux. Donc il dessinait, il était maître d'œuvre, il supervisait les chantiers, donc ils n'étaient pas du tout bureau d'études. Bureau d'études, Donc je connaissais rien à la littérature spirituelle, New Age, tout ça, j'avais pas de culture là-dedans, quoi. Il n'y avait pas un bouquin à la maison sur lequel tu étais tombé jeune? Non, du tout, tu vois. Par contre, il y avait un peu de culture quand même philo, du côté de ma maman notamment, qui était un peu intéressée par la philo, puis qui avait fait un peu d'études pour être institutrice. Mais jusqu'à ce bouquin-là, tu n'avais rien qui t'avait... J'avais lu de la philo. Ah oui. J'avais des potes, après le bac, moi j'ai fait des études de sciences, mais beaucoup de mes potes sont partis en philo. D'accord. Donc les soirées de week-end qu'on passait ensemble, c'était des débats interminables, eux avec un point de vue philo, parce qu'ils étaient estomaqués par ce qu'amenait la philosophie, et moi avec le regard plus scientifique, si tu veux. Mais j'étais vachement intéressé par la philosophie, donc en même temps que je faisais mes études de sciences, j'ai lu pas mal de philosophie quand même. Tu vois, j'ai lu les classiques, quoi, on va dire Platon, Nietzsche, et des choses comme ça, tu vois, un peu Kant, mais après, il y a des choses qui sont vite absconses en philo. On est vite largué. La manière d'écrire. Si on n'a pas les codes. Mais bon, ça m'intéressait d'avoir cette réflexion-là aussi sur le monde, ce regard de la philosophie sur le monde, ça me passionnait aussi, tu veux. Donc j'étais intéressé par la philo, mais pas par la spiritualité. Spiritualité, pour moi, j'avais rejeté la religion, j'avais fait ma communion quand j'étais jeune ado, quoi, 12 ans, je sais plus. Donc après j'avais rejeté ça. À l'adolescence, comme beaucoup. Ouais. Voilà, catéchisme, tout ça, ça m'avait gavé complètement. Je trouvais que c'était infantilisant, c'était puéril, c'était creux. Donc tu n'as jamais été une grenouille de bénitier? Non, du tout. Puis mes parents non plus. Hein. On faisait la communion par tradition familiale, voilà, mais il n'y avait pas de... 80% on n'allait pas à la messe, etc. Mais j'avais eu quand même cette éducation-là, de base, éducation religieuse de base. Mais j'avais rejeté tout ça à l'adolescence et je pensais que la science avait la réponse au mystère du monde, si tu veux. Et puis la philosophie permettait d'éclairer un peu les découvertes de la science, quoi. Et quand j'ai découvert ce phénomène de l'expérience de mort imminente, tout ça a volé en éclats parce que, en fait, ça a fait remonter à la surface des souvenirs d'expériences que moi j'avais vécues dans la petite enfance, notamment, et qui étaient restés un grand mystère dans ma tête, mais que j'avais occulté. Ah, donc tu as eu j'ai eu à ce moment-là une remontée de souvenirs, d'expériences qu'on fait... Vécues par toi? Ouais, qu'on fait souvent quand on est enfant. C'est-à-dire je suis curieux, là. Alors, moi, je faisais beaucoup de rêves lucides, en fait. Ah oui? Ce qu'on appelle rêves lucides aujourd'hui, mais c'est des catégories qui sont un petit peu controversées, parce que tout ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu contrôlais ton rêve. Tu faisais un peu ce que tu voulais dans ton rêve. Ouais, je volais dans mon rêve au-dessus de... Tu étais conscient dans ton rêve. Voilà. C'est ça, hein? J'étais en train de voler au-dessus de la cour de mon école, et je savais que je rêvais, et je savais que je volais pour de vrai. C'est des sensations qui sont authentiques. Et tu t'en rappelais quand tu te réveillais? Ouais, je me rappelais quand je me réveillais, mais c'était des choses bizarres que je vivais souvent, on va dire, quand j'étais petit, mais que j'avais complètement mis de côté, si tu veux, parce que j'en avais... T'avais oublié tout ça. J'en avais jamais parlé avec quiconque, finalement. Même à tes parents, t'en avais pas parlé? Non, je pense pas, parce que voilà, c'était une espèce de bizarrerie qui va avec le sommeil, quoi. Et tu savais même pas que ça s'appelait rêve lucide? Non, bien sûr, à cette époque-là, je savais pas du tout, mais quand j'ai lu les expériences de mort imminente, les témoignages, j'ai vu des parallèles, en fait.
avec les sorties du corps, l'aspect sortie du corps, et puis la sensation aussi de ne faire qu'un, tu sais, comme on dit, avec l'environnement, de fusionner avec tout, d'avoir des expériences de modification de la perception du temps et de l'espace. Ouais. Ça, je me souvenais que j'avais vécu ça. Ah. J'avais vécu ces bizarreries-là, tu vois, où j'avais l'impression d'être extrêmement petit et extrêmement grand à la fois, ou dans des espaces à la fois, où pareil, très petit et très grand. Enfin, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans mes rêves et au moment où tu t'endors ou où tu te réveilles, tu sais, les états qu'on appelle hypnagogiques, hypnopompiques, là. Ah non, Donc, je ne pas. après, je me suis renseigné, moi, sur tout ça, forcément, si tu veux. Mais vas-y, décris. Non, mais c'est des états modifiés de conscience qu'on vit quand on est à l'endormissement ou au réveil, et effectivement, où on n'a pas encore repris complètement sa lucidité. Oui. Et du coup, on vit des choses comme ça. On est susceptible d'ailleurs de vivre des sorties de corps à ce moment-là. Des paralysies du sommeil. Et tu as dit deux mots compliqués là. Alors, hypnagogique, hypnopompique. Alors, hypnagogique, c'est au moment de l'endormissement. Et hypnagogique. Ça fait penser à apnée. Hypnose, Ah, oui. c'est le sommeil. Hypnose. Ok, donc hypnagogique Au moment de l'endormissement. Ouais. Donc des états modifiés de conscience où ta conscience perçoit le monde un peu différemment. C'est le moment où tu es entre la veille et le sommeil. Et pareil, au moment du réveil. Et là, tu appelles ça ? Ça s'appelle hypnopompique. hypnopompique. Ouais. Bon, ouais, ok. Bon, Je suis content, j'ai appris 2 mots. Ça vient du grec, oui, oui. Tout ça. Mais bon, c'est très précis, ça veut bien dire... Alors, si tu veux, pour compléter le truc, c'est que moi, à cette époque-là, donc fin des années 90, comme tu t'en souviens, c'est l'arrivée d'Internet. Oui. Et moi, j'avais le goût pour l'anglais à l'époque, je lisais beaucoup déjà en anglais, enfin, pas mal, quoi. Et du coup, tout de suite, avec Internet, j'ai eu accès à de la documentation là-dessus. Oui, suite à la lecture de ce livre, Voilà. tu as creusé via Internet. Tout de suite, j'ai eu envie de creuser, donc j'ai cherché expérience hors du corps. Moody, tu as lu Moody Moody assez vite est venu, bien sûr, Ouais. parce que c'était une référence. Moody qui a écrit La vie après la vie. La vie après le fameux livre voilà. noir. C'était un livre noir, je crois me rappeler. Ouais, c'est sorti dans la collection Robert Laffont, donc c'était sorti en 75 aux États-Unis, traduit en 77 en français. Et donc ça, c'était le livre de référence effectivement là-dessus. Mais en allant à la Fnac, j'ai trouvé des livres sur le voyage astral aussi. Tu vois, donc voyage astral, rêve lucide. Donc tu découvres tout ça tout d'un coup, quasiment. Tout vient en bloc, et je sais que j'ai vécu des choses comme ça dans l'enfance. Voilà ce que je sais. Donc tu as envie de creuser là. J'ai envie de creuser le truc, forcément. Donc je tombe sur la documentation en anglais. Très vite, je me rapproche de l'association Jans France, donc, qui avait publié ce livre La mort transfigurée, qui avait été le déclencheur pour moi. Je deviens membre de l'asso, et comme je suis journaliste déjà dans la santé, je propose des recensions de livres, je propose des petits articles, et puis je me retrouve à faire une interview de Kenneth Ring, tu vois, qui était aussi un des grands aussi fondateurs de Jans France avec Moody. Enfin, Moody était l'inspirateur en fait de Jans USA, pardon. Jans USA. Ah, ouais. Donc c'est une émanation, cette association de l'association américaine. C'était une antenne de l'association Jans, International Association for Near Death Studies, donc association internationale pour l'étude des états proches de la mort, qui s'était créée suite au succès de La vie après la vie. Donc les initiales, c'est IANDS. IANDS. Et qui existe toujours ? Ouais, c'est une asso qui existe toujours, qui est dirigée par un ami, qui est le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui a écrit 2 livres extraordinaires là-dessus. D'accord, que je ne connais pas. Et l'asso est restée un peu en sommeil, mais elle continue à faire du bon travail et surtout à rassembler des expérienceurs, des gens qui veulent échanger entre eux sur leur vécu, etc. Et alors donc, du coup, toi, parce que donc je me retrouve membre de Jans France, j'écris des articles, et puis à ce moment-là, je déménage à Toulouse, donc en région toulousaine. Je participe à l'organisation d'un colloque. On peut parler de synchronicité, là. Il y a des choses qui se passent. Oui, il y a des le synchronicités. Bouquin, le fait qu'on te propose, tu collabores. Alors, comment ça s'est passé, cette collaboration ? C'est dans le flot de ce que tu étais en train de faire ? L'agence de presse santé, ça restait dans le domaine de la santé pure et dure. J'ai appris au moment où j'allais quitter Paris, qu'une agence de presse santé se montait à Toulouse. Et le gars venait dans nos bureaux à nous à Paris pour présenter le travail. Et donc j'ai appris ça, et je me suis retrouvé par hasard avec lui dans l'ascenseur. Donc j'ai tout de suite branché le gars, je lui ai dit écoutez, dans 15 jours je suis à Toulouse. Il me dit bon parfait, venez me voir. Et puis tout de suite j'ai bossé pour lui, quoi. Il avait besoin de rédacteurs. Donc ça c'est bien enchaîné. Alors tu me parleras si toi tu vois des synchronicités. Alors attends, j'essaie de retrouver. Là on était. Après il y a le monde des religions, effectivement, nouvelles clés. Oui. Qui sont arrivées. Voilà, mais là, donc ce que j'ai noté, c'est que tu as écrit dans les hors-séries de VSD.
Ça, c'était avant, effectivement. C'était avant les Ça, c'est sciences psychiques. c'est ma première collaboration presse hors santé pure et dure. Voilà, c'est ta première science psychique. Donc on peut retrouver ça sur Internet quelque part? Oui, je ne sais pas si ça a été scanné, mais c'est... Parce que moi j'ai fait une recherche, j'ai pas retrouvé justement. Donc, Bah, les VSD hors série, à l'époque, ils étaient un peu mythiques parce qu'il y en avait eu plusieurs sur les ovnis, voilà, oui. sur l'ufologie. Et il y en avait eu un qui avait publié le rapport Rapport Cometa. Cometa, Ouais. ce fameux rapport. Ouais. Jean-Pierre Alors, Petit en avait parlé. Ouais. Donc tu étais déjà branché sur ces choses-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Toulouse, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un mentor pour moi, qui s'appelle Yves Lignon, Ouais. qui est décédé il y a quelques années, là. Yves Yves Lignon. Lignon. Et Yves Lignon, c'était un enseignant en mathématiques à l'université de Toulouse, qui était passionné de parapsychologie, Ouais. et qui avait créé une structure au sein de l'université, qui était une structure un peu parallèle, mais dans Ah, laquelle... Paul Sabatier, Non, c'était au Mirail. au Mirail, d'accord. Maintenant, c'est l'université Jean Jaurès, je crois. Et donc, lui, il avait une très bonne culture de la parapsychologie scientifique. Et tout de suite, on a sympathisé. Il m'a pris un peu sous son aile. Il m'a fait participer à mes premières émissions de radio Ah, pour d'accord. parler d'expériences Quelle de année Morillon. ça? Ça, c'est quand je suis arrivé à Toulouse, c'est 98-99. Et est-ce que Rémi Chauvin, ça va... Rémi Chauvin, c'était un très proche de Yves Lignon. Ah, voilà, parce que Rémi Chauvin, moi je le voyais dans Droit de réponse, là, l'émission de Pollack, le samedi soir, il y a longtemps, hein, dans les années 80, 90. Et ce Rémi Chauvin, c'était le parapsychologue Chauvin, français. c'était un grand entomologiste spécialiste des insectes. Ok. Et alors, quel rapport? Et il était aussi féru de parapsychologie et de spiritualité. Et comme il avait une grande gueule, il passait bien à la télé. Ouais, mais j'imagine. ils ont fait beaucoup d'émissions avec Lignon, justement. C'était un peu, eux, les deux, rentrent dedans pour dire, ouais, la science ne prend pas au sérieux ces phénomènes, c'est scandaleux. Donc ils étaient un petit peu les aiguillons qui venaient s'opposer aux scientifiques rationalistes de l'époque. Ah, donc il y a eu des débats c'était les enflammés. précurseurs. Ouais, il y a eu des débats très enflammés. Et tu les as connus donc les deux, ces deux Oui, enfin personnages. Chauvin, je l'ai croisé une fois parce qu'il y a eu un colloque en 99 à la Sorbonne Ouais, où j'ai été invité comme spectateur, quoi. d'accord. Et donc j'ai croisé Chauvin à cette occasion-là, mais après, il est décédé peu de temps après, je crois. Et donc, ayant connu Lignon, effectivement, VSD nous contacte pour faire la rédaction en chef d'un hors-série consacré aux sciences psychiques. Parce qu'ils avaient fait des hors-séries OVNI, donc sous l'influence, sous l'égide de Bernard Toinel, journaliste, qui est parti, qui s'est installé aux États-Unis, mais qui est un journaliste qui était chargé des VSD hors-série à l'époque. Et à l'époque, VSD était une revue un magazine, un journal hebdo très respecté. Et donc les hors-séries avaient une bonne audience. D'accord. Bonne audience. Et donc Toinel nous recrute, entre guillemets, Lignon et moi, pour faire un sommaire sur les sciences psychiques. Avec d'autres personnalités qui étaient déjà dans Et tu dis qu'on peut le retrouver, celui-là, si je veux le lire demain matin. Ah bah moi je les ai, hein, ces numéros, c'est collector. Mais bon, ok. Est-ce qu'on peut les acheter d'occasion? Il y a des gens qui doivent les vendre. Ah, sûrement, ouais. D'accord. Mais comme aujourd'hui on a accès à tout, on se dit que peut-être on pourrait y avoir accès comme ça à un PDF. Je ne sais pas si tout a été scanné comme ça. Mais... bon. Alors je vois ensuite que j'ai noté que tu avais rejoint la revue Nexus à partir de 2009. Là, on fait peut-être un gap. Là, je sais pas, on va pas passer tous les détails. Non, mais avant Nexus, il y a eu effectivement Le Monde des religions. J'ai proposé, de mon propre chef, un article sur ce qu'on appelait à l'époque la neurothéologie, c'est-à-dire l'expérience mystique dans le cerveau, vue par les neurologues. Donc j'ai proposé un papier qui a tout de suite été pris. Okay. Et puis Nouvelle Clé, c'était la revue de référence pour parler à l'époque, développement personnel, mais ça ne s'appelait pas comme ça, spiritualité. C'était une revue qu'on qualifierait aujourd'hui de New Age, mais qui était une excellente revue faite par Patrice Van Hersel, qui est devenu un ami depuis. Qu'on voit partout en ce moment dans les médias. Bah oui, parce qu'il vient de faire un super bouquin, et qui était un mentor aussi pour moi dans le journalisme. Et son dernier bouquin, on pourrait en parler, c'est... Le soleil est-il conscient? Voilà, j'ai vu ça dernièrement, Le soleil. Est-il conscient? Et donc j'ai bossé pour Le Monde des religions, Nouvelle Clé, et Nexus à l'époque était une revue aussi dans laquelle il y avait des sujets santé, spiritualité, paranormal on va dire, et puis... Donc la fameuse revue Nexus qui est devenue aujourd'hui la référence
française en tout cas. Oui, sur certains sujets, ouais. Après, l'équipe a changé. Moi, je bossais avec l'équipe précédente. D'accord. Et alors, donc, il y a une accélération dans ta vie, quoi, j'imagine, parce que tu arrives à Toulouse, tu découvres cet univers, et là, tu creuses dans toutes les directions. Et donc, personnellement, ça t'a... je veux dire, c'est un travail professionnel que tu as fait, mais aussi personnel. Oui, complètement. C'est en parallèle. Donc, ces rêves lucides, tu as essayé de t'y reconnecter. Oui. Alors, tu es un expert du rêve lucide aujourd'hui? Non, je dirais pas que je suis un expert du rêve lucide. Tu pratiques quoi, Non, je me suis réintéressé à ça. J'ai pratiqué la méditation tout de suite, dès que j'ai su qu'il y avait des méthodes, des techniques qui permettaient de vivre ces expériences-là. Pardon. J'ai traduit des traités de projection astrale, voilà, donc j'ai vécu des choses extrêmement puissantes au niveau des vibrations que tu ressens, etc. J'ai pas réussi à vivre une vraie expérience de voyage astral. De sortie de corps, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc, mais j'ai vécu tous les prémices de ça, toutes les vibrations de ça, et puis à un moment donné, bon, j'ai dit, c'est bon, en fait, je vais pas passer ma vie, tu vois, essayer de sortir de mon corps à tout prix. Mais j'ai compris qu'il y avait un chemin spirituel derrière tout ça, parce que je me suis intéressé aux spiritualités d'Inde, d'Asie, etc., qui expliquent que ces phénomènes-là sont des divertissements sur la voie spirituelle qui est la voie de l'éveil. Donc le but de la vie, c'est pas de sortir de son corps, c'est d'y entrer et d'être pleinement incarné. Tu vois, donc c'était aussi une excuse pour dire bon, j'arrête d'essayer de sortir de mon corps. Parce que sortir de son corps, moi j'ai entendu, mais j'ai l'idée que c'est aussi mourir quelque part, sortir de son corps. Bah, c'est ce qui se passe quand on meurt en tout cas. C'est quand on meurt, c'est ça, on quitte son corps. Bien sûr. Quand tu lis les non, mais témoignages... quand tu le fais d'une manière volontaire, quelque part, c'est flirter avec cette idée de... Non, mais c'est des expériences qui sont magiques. Moi, je connais plein de gens qui le vivent de manière régulière et qui s'en sortent très bien, qui le vivent très bien. Après, il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Voilà. J'ai compris ça, si tu veux, c'était que ce sont des moyens, ce sont des outils pour s'éveiller à une réalité spirituelle. Et le but, c'est ça, c'est de comprendre qu'on est dans une réalité spirituelle. Donc tu es en train de nous dire, puisque là, j'espère qu'il y a du monde, pas en ce moment peut-être, puisqu'on n'est pas en direct, mais que tu as donc démarré un cheminement spirituel donc à la fin des années 90, et que ce cheminement, tu y es toujours, j'imagine. et tu disais que tu avais démarré aussi la méditation, donc tout ça va ensemble. Et alors, la méditation vue de l'extérieur ou de l'intérieur, maintenant je pratique un petit peu, mais pas d'une manière régulière, suffisamment régulière. Toi, tu es plutôt dans une pratique régulière de la méditation ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire le matin, je sais pas... Non, mais pas de manière très scolaire non plus, si tu veux, mais dès que j'ai un peu de temps pour moi, j'ai tendance à faire un peu d'insomnie, tu vois, donc au lieu d'essayer de me rendormir à tout prix, je vais prendre une demi-heure pour simplement être présent à l'instant. La méditation, il n'y a rien de compliqué, au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui est simplement ta présence ici et maintenant, et tes ressentis, et puis laisser passer le maximum les pensées pour être simplement dans une acceptation totale de ce qui est. Donc c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut arriver à le mettre en œuvre. Et quand tu fais des conférences, que tu es devant un public, il y a du stress, il y a avant la conférence ou pendant, je sais pas. Mais donc là, tu pratiques un peu avant, tu respires. Pas plus aujourd'hui, ouais. Peut-être à une époque, j'ai pu faire un peu de respiration pour effectivement. Pas avoir ce stress, ce trac. C'est normal, c'est normal d'être tendu au début. Au début, j'étais très mal à l'aise, parce qu'avec Lignon, justement, j'ai fait mes premières conférences, premières émissions de radio, dont la première sur France Culture, donc t'imagines la pression. Première émission de télévision aussi, parce qu'à l'époque, il y avait quelques émissions qui parlaient Alors, on retrouve ça. Alors, si je tape chez France Culture, radio, je vais sur le site on peut retrouver Morisson, il faudrait que je fasse. Ça, c'est possible. La première émission, ça parlait d'expérience de mort imminente. C'est possible qu'elle soit quelque part en archive. Et à quel titre tu as fait cette interview ? Parce que j'étais journaliste qui avait déjà commencé à écrire là-dessus. Et puis, Irène Omelianenko, qui est une grande productrice de France Culture, elle était venue à Toulouse interviewer Yves Lignon sur les sciences psychiques, la psychologie scientifique. Et moi, j'intervenais sur les NDE, donc Near Death Experience.
D'accord. Et alors, tu disais que tu n'en as pas fait ton cheval de bataille, hein. C'est que c'était plutôt un cheminement spirituel. Ça t'a amené sur un chemin spirituel, mais tu n'es pas devenu un expert de l'expérience de sortie du corps. Pas en tant qu'expérienceur, Ouais, hein, ouais, ouais. parce que j'ai vécu des expériences fortes, mais pas au point de vivre une sortie de corps toutes les nuits comme certaines personnes, quoi, Ouais, tu vois. ouais, comme Marco Byrne Ouais, voilà. qui fait ça. Mais j'ai rencontré tous ces gens-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai écrit beaucoup là-dessus, mais comme journaliste. J'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, puis j'ai écrit des livres aussi. Donne-nous un titre de livre sur ces sujets. Mon premier bouquin là-dessus, c'était Je dois l'avoir, hein, mais... c'est NDE, Expérience de mort imminente, avec le journaliste Louis Bénédy, qui était un journaliste de Sud Radio. Ah, d'accord. Et Louis Bénédy donc, avait une émission sur Sud Radio, qui était une radio importante à l'époque, généraliste, et il recevait des témoins, lui, justement. Et donc, il a fait plusieurs petits livres où il avait besoin d'un journaliste pour écrire la partie recherche scientifique. Donc moi j'avais fait la partie recherche. Tu te faisais la bibliographie, tout le travail. Voilà. Ouais. Et je me disais, tiens, tous ces livres, parce que tu as visiblement, tu as toute une quantité d'articles et de livres. Les bibliothèques en France, est-ce qu'elles ont des rayons sur ces sujets est-ce qu'on peut trouver tes livres dans des bibliothèques en France Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Moi je ne saurais pas te dire lesquelles, mais bien sûr il y a des bibliothèques qui diffusent ces livres-là. Les éditeurs, eux, ils ont vendu, les stocks sont partis, mais il reste des bibliothèques. Il y a des bibliothèques qui ont un rayon, effectivement. Paranormal, surnaturel. Maintenant, on parle de développement personnel, spiritualité. Est-ce que ça évolue? Oui, alors donc on change les termes, mais c'est toujours le même sujet. Bien sûr. Mais la taille du rayon, est-ce qu'il augmente? Je ne sais pas, c'est une question... Oui, je pense parce qu'il y a eu beaucoup de livres en fait, ces dernières années là-dessus, avec une ouverture au grand public, justement avec la thématique de développement personnel. Donc c'est très... Et puis New Age, quoi, tu vois, le New Age est devenu ça, quoi. Et après, il y a les romans aussi qui sont feel good. Des romans plus ou moins initiatiques et tout ça. Mais la littérature là-dessus, d'essais, en tout cas, elle a explosé ces dernières années, quoi. Au point d'arriver à une forme de saturation aussi, parce qu'il y a trop de choses. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont un peu toujours les mêmes, quoi. Votre animal totem, et puis les sorcières, les fées, ça va, quoi. Oui, mais alors... C'est avec tout le respect que je dois... Il y a un marché. Il y a un marché, oui. Mais il y a un marché qui, justement... est saturé en fait et ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ouais, depuis quelques années là, les éditeurs. Et qu'est-ce qui marche moins bien? Eh bien tous les livres où il n'y a pas justement de vraies d'études, de vraie profondeur, pas pas forcément l'aspect scientifique des choses, mais un vrai message si tu veux, un message avec une dimension spirituelle importante, hein, comme le livre dont on a parlé chez nos amis d'Auvillard, le dialogue avec l'ange, des livres comme Eckhart Tolle, tu vois, le pouvoir du moment présent, même les conversations avec Dieu, ça c'est des livres qui ont un souffle. Dialogue avec l'ange, là, je repense. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai réalisée qu'on peut retrouver sur ma chaîne L'œil de Franck, qui s'appelle Dialogue avec l'ange. On a titré comme ça, où tu es... donc, tu n'étais pas prévu, a priori, mais tu fais une conférence avec... rappelle-moi son nom. Sanji Rambo Atiana, donc, qui est un des bons connaisseurs des dialogues, proche de Bernard Monteau. Et en fait, en discutant avec lui, je lui ai dit que moi c'était un livre très important pour moi. Et donc il m'a proposé de faire la conférence avec lui, mais moi je l'interviewais en fait. Hein. Oui, tu l'interviewais, mais je veux dire, tu n'étais pas là en béotien. Quoi. Non, mais il se trouve que je connais bien le livre. Voilà. C'est un livre de chevet pour moi, auquel je reviens souvent et que je cite moi-même beaucoup. C'est un livre de chevet encore. Tu l'as sur ta table de nuit, je peux aller voir? Non, il n'est pas sur ma table de nuit, mais il est à portée de main. Et je sais que je peux m'y référer dans plein de contextes différents, en fait. Ouais. En tout cas, quand j'ai écouté la conférence, parce que je l'avais lu il y a longtemps, il est sorti dans les années 80, ce livre. L'édition dont on parle là, c'est 90, mais c'est sorti dans les années 70-80, la première édition, je sais. Ah oui, bon, ça, j'ai sûrement pas lu la première édition, mais... Et là, le fait d'écouter cette conférence, les deux, plus que motivés, vous étiez habités. C'était assez puissant, hein, cette conférence. Non, mais c'est un livre extrêmement puissant. Moi, je vous recommande d'aller la voir. Je recommande vraiment d'aller voir cette conférence. Elle était belle, très belle. Hein. On est sorti de là. Bon, très bien. Ok, on s'est un peu focalisé sur les dialogues avec l'ange, mais revenons avec Jocelyn Morisson. Chez toi, on est toujours chez toi, là, on n'a pas bougé. Un canapé rouge, ça a une signification C'est David Lynch, moi je suis très Lynch. David Lynch, qui
qui a fait des travaux artistiques et de... Et il faisait de la méditation transcendantale, Ah. Lynch, et c'était quelque chose de très important pour lui. Et il disait que c'est de là qu'il tirait son inspiration. En tout cas, les dernières années, il était très féru de spiritualité Parce que moi, j'ai vu indienne. une expo de David Lynch à Paris, Oui. j'étais scotché. C'est la première fois que je croyais que c'était un metteur en scène, réalisateur, auteur. Non, il était plasticien, musicien. Oh, j'ai vu la dimension du bonhomme. Waouh! David Lynch. Bon, et alors toi, justement, en allant sur ces territoires, tu vas côtoyer un monde disparate, incroyable, réunis tous par cette spiritualité qui veut tout dire et rien dire quelque part, parce que c'est tellement vaste. Comment tu définirais en fait ce monde de la spiritualité? Quels sont il y a des extrêmes, il y a des limites à ce territoire. Est-ce que tu peux m'aider à moi et peut-être mais moi-même, je me suis égaré sur dans certaines directions aussi, parce que si tu veux, il y avait quand même cette mode du New Age dans les années 70-80 qui avait pris une ampleur considérable, notamment aux États-Unis, notamment en Californie, et dans laquelle il y avait tout et n'importe quoi. Si tu veux, on mélangeait tout, on mélangeait la physique quantique avec le chamanisme, avec la méditation, les spiritualités indiennes, le bouddhisme, l'hindouisme, et il y avait un vaste loubi-boulga, on pourrait dire, tu vois, comme ça, de réflexion et de propositions dans lesquelles finalement les gens restaient en surface en fait. Ils restaient vraiment à la superficie des choses et ils n'allaient pas au fond des choses. La spiritualité, c'est la relation qu'on a avec l'invisible, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le mot à la mode, peut-être ça changera, mais la notion d'invisible elle est assez intéressante. Qui s'oppose à la matière. Il y a des forces autour de nous, il y a des présences autour de nous. Dans le chamanisme, on parle d'esprit, de présence dans la matière inerte, aussi bien que dans la matière vivante. Les animaux, les plantes ont un esprit, mais aussi les lieux, la pierre, les rivières, les lacs, tout ça, les montagnes, tout ça, ça a un esprit. D'accord ? Donc dans le chamanisme, il y a toute cette richesse-là en fait déjà qui est là. C'est l'animisme en fait. L'animisme, c'est-à-dire que tout a une âme. Tout est animé par quelque chose qu'on va appeler âme ou esprit selon les contextes. L'anima, oui. L'anima, Donc la spiritualité, c'est penser ça, vivre ça, penser ça et vivre ça. C'est pas que intellectuel. Voilà, c'est pas que le penser, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est le vivre aussi, dans sa chair, sans nécessairement adhérer à une religion ou à un courant doctrinal quelconque. Un courant initiatique, dogmatique. Moi j'ai beaucoup de respect et pour les religions et pour toutes sortes de courants initiatiques, dans l'ésotérisme, la théosophie, l'anthroposophie, et les Rose-Croix, et tout ce que tu veux, tout ça j'ai fréquenté ces gens-là à travers des conférences, à travers des rencontres. Beaucoup de respect pour tout ça, mais moi j'ai pas envie d'être dans un courant, parce au détriment de tous les autres, si tu veux, parce que tout m'intéresse. Le soufisme, ça me passionne, et puis la Kabbale, c'est passionnant. Après je comprends que si on veut vraiment aller au fond des choses, oui, il faut creuser un courant. Mais c'est ton courant, finalement, que tu creuses. Mais moi, je creuse mon chemin. Et j'ai des références dans l'hindouisme. L'Advaita Vedanta, c'était une grande révélation pour moi. Mais aujourd'hui, je vois que dans le bouddhisme, il y a aussi une spiritualité non duelle. Il y a des courants qu'on appelle de non-dualité. Il y a l'école Madhyamaka dans le bouddhisme, qui est la plus pure au niveau philosophique. Enfin, tu vois, donc c'est infini en fait. Quand tu commences à creuser dans les différentes traditions, tu t'aperçois que c'est infini. Donc tu es en train de me dire que tu te nourris de tout ça parce que là, on parlait un peu de toi et de ton propre chemin, ta spiritualité. C'est la tienne, c'est pas la mienne. Chacun a la sienne. Et donc la tienne, elle est issue de tout ton parcours, de tout ce que tu te nourris. Et en gros, parce que là, quand tu as parlé de théosophie, ça m'a fait penser à Krishnamurti qui disait « créez votre propre religion ». Il était indien, lui, c'était un penseur. C'est quelqu'un qui vient de la tradition hindouiste, justement de l'Advaita aussi, je crois, et qui a été reconnu comme le Messie par des théosophes de l'époque qui en fait étaient juste des illuminés complets. Des Anglais, c'était ça. Enfin bref, il y a des histoires qui n'avaient rien à voir avec qui. Bon. Il y a des histoires pas claires derrière ça, si tu veux, mais Krishnamurti lui-même, il a un message très très fort aussi. Et universel, qui n'est pas dans le dogme, c'est ça. Sûr. Oui, complètement. Et ok, donc là, on parlait de ton parcours professionnel, mais à la fois personnel. On a vu que là, on était à l'époque de Nexus. Il y a une explorée qui est important à mentionner, parce qu'à l'époque, donc dans les années 2000 et quelques, avant 2010, je crois, il y a donc Stéphane Alix,
qui est un journaliste à l'époque, qui vient du Grand Reportage, etc., qui co-crée l'INRES. D'accord. Et moi, je suis invité aux premières réunions aussi parce que je fais partie des quelques personnes qui travaillent dans ce domaine-là. À la création. Tu es au départ de cette aventure INRES. Oui, parce que du coup, en même temps... Alors, qu'est-ce que c'est l'INRES pour ceux qui ne savent pas? Parce que moi, j'ai là-dessus Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Ouais. Mais moi, je connais plutôt le INRES TV, INRES Magazine. Qu'est-ce que c'est? Ils ont créé cette structure pour faire de la communication et aussi un peu de recherche autour de ces sujets-là, expérience extraordinaire. Ouais. Donc Stéphane a fondé ça avec à l'époque son beau-frère, je crois, qui était médecin, et où il voulait justement que les gens qui avaient vécu des expériences extraordinaires puissent avoir un lieu pour en parler, une écoute, des psychologues. Donc ils ont vite monté un réseau de psy qui était ouvert à ça. Et toi, tu étais impliqué dès le début dans plus ou moins Oui, parce qu'il y avait aussi un volet communication, et puis ils ont créé une revue tout de suite. Ouais. Et ils ont créé une revue. Donc il fallait des rédacteurs. Il fallait des rédacteurs. Donc j'ai commencé à travailler tout de suite pour la revue, qui est devenue Inexplorée, qui est aujourd'hui encore une revue de référence dans tous ces domaines-là, et qui fait un super travail. Et c'est des amis et tout ça, des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps. Ok, oui, mais je savais qu'en venant te voir, j'allais rencontrer la personne qui connaît un peu tout le monde dans ce milieu, en tout cas en francophonie, mais on a discuté, à l'étranger aussi, tu t'es déplacé, tu es allé interviewer des anglophones, J'ai rencontré beaucoup d'anglophones, mais c'est plutôt eux qui sont venus en France pour des colloques. D'accord. J'ai pu rencontrer Raymond Moody, parce qu'en parallèle des articles, j'ai commencé à écrire aussi des livres. Ouais. Oui. Tout en travaillant il faut qu'on en parle. Tous ces livres que tu as publiés, là, oui. Tout en continuant à bosser. Combien de livres, d'ailleurs? En tout, il y en a 15, je pense. 15 livres, Parce que j'en ai fait beaucoup en collaboration, en fait. Oui, mais c'est quand même 15 livres avec ton nom. Mon premier est sorti en 2004. Ouais. C'était avec Yves Vignon, justement, en tout cas sous son influence. Et puis j'ai enchaîné depuis un livre par an, un truc comme ça à peu près, si tu veux. Ouais. Un peu moins, mais donc tout en continuant à travailler dans la santé pour pouvoir parce que ça paye. Ça paye. Parce que le journalisme et l'écriture dans le domaine de l'apparat ça paye pas, il faut le savoir. Ça payait pas ou ça paye toujours pas? Ça paye un peu mieux maintenant, heureusement, mais comme on l'a dit, j'ai un certain âge. Ouais. Mais au début, non, ça payait pas du tout, non. Ouais, j'imagine. J'imagine. Moi, les gens le savent sûrement, moi je suis nouveau dans ce milieu, je suis très nouveau, je découvre. Bah si t'es un gros vendeur de livres, oui, tu gagnes ta vie, mais il y en a très très peu, quoi. Des auteurs. Des Philippe Guillemont ou des... Non, Guillemont, c'est venu plus tard aussi. Ouais. Dans son premier gros carton à Philippe Guillemont, c'est justement un livre que j'ai fait avec lui. Oui, qui s'appelle... La physique de la conscience. La physique de la conscience. Il est en illustré maintenant, je crois, en plus. Et en BD. Non, en BD. Il est en illustré et il a sorti une BD à partir d'un autre de ses livres. Qui s'appelle Le Pic de l'Esprit. Le Pic de l'Esprit, c'est la BD. Mais là, j'ai vu que tu avais... Je ne sais pas si tu as dessiné. Illustré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'illustration? C'est le texte du livre qui est illustré avec quelques dessins qu'a fait Benoît Flamec aussi, qui est un super... Le même qui a fait la BD avec Philippe Guillemont? Ouais, tout à fait. Bon, donc oui, ce fameux livre a marqué un peu, là, c'était 2015, je crois, par là, 2014. Physique de la conscience, oui. Avec Philippe Guillemont. Ouais. C'est comme ça que je t'ai découvert, d'ailleurs. C'est mon premier livre qui a vraiment bien marché. Parce que, bien sûr, c'est aussi moi, j'étais plus un co-auteur technique, si tu veux, pour aider Philippe à vulgariser ses idées. C'était son deuxième livre à lui. Et le premier avait assez bien marché, je pense, mais le second, je l'ai aidé sur le style, sur la forme, etc. Je l'ai interviewé longtemps chez lui, etc. Et le livre a bien marché parce que, justement, on avait fait un gros effort didactique tous les deux, avec beaucoup d'allers-retours entre nous, pour que ces idées soient le plus claires possible, tout en étant assez techniques et assez profondes malgré tout, quoi. Et oui, parce que donc maintenant, ou en tout cas, ta spécificité, quelque part, c'est ça, c'est que tu permets à des gens qui ne sont pas forcément dans l'écriture ou dans le... toi, tu dois être courtisé, quoi, c'est ça. Suite à ce succès-là, on m'a fait plein de propositions, hein. J'en ai refusé pas mal, effectivement, parce que en tant que journaliste, j'étais un peu connu, un peu respecté pour justement être un assez bon vulgarisateur, entre guillemets, et la vulgarisation, c'est quelque chose de noble. Hein, en anglais, on dit popularisation, on ne dit pas vulgarisation. Le mot vulgaire, en fait, c'est péjoratif, mais la vulgarisation, c'est quelque chose de très noble.
ça vient Et de permettre au plus grand nombre d'accéder à la connaissance. Et le risque, c'est de trahir les idées quand tu fais de la vulgarisation. Donc il y a les bons qui ne trahissent pas. On est sur un fil, hein, bien sûr. Ouais. Je ne suis pas parfait non plus. Il m'est arrivé d'écrire des conneries. Des choses que bon, tu nous diras, on fera le bêtisier après. Je n'écrirai plus aujourd'hui. Très bien. Donc, tu as eu une collaboration aussi avec Romuald Le Terrier, importante, et tu continues, je crois, à écrire des livres avec lui. Et donc, la première rencontre, tu peux nous raconter un petit peu On s'est rencontrés, en fait. Et qui est Romuald Le Terrier Romuald, c'est un spécialiste du chamanisme d'Amazonie en particulier, mais pas seulement. Il a une formation en ethnobotanique, donc c'est un spécialiste des plantes dans un contexte ethnologique. Et donc, c'est quelqu'un qui avait beaucoup écrit déjà sur le chamanisme d'Amazonie, notamment sur l'ayahuasca. Il avait écrit des articles, des livres, il était conseiller aussi sur des films, etc. Et du coup, on s'est rencontrés sur un colloque à propos d'ufologie, où lui venait parler des visions des chamans qui ont trait à la vie extraterrestre, en fait. Parce que dans le chamanisme, il ne faut pas croire, ils savent aussi qu'il y a des choses qui se passent dans les étoiles, et puis qu'il y a de la vie ailleurs, en fait, tout simplement. Tout est relié. Je fais une petite allusion c'est un de nos livres. Voilà. Mais avec Romuald, j'ai tout de suite été fasciné par sa façon, justement, lui aussi, d'être très clair, très didactique dans ses propos, dans sa façon de présenter ces choses-là, qui étaient assez magiques. Et dans cette conférence-là, en plus, il avait des peintures de chamans qui illustraient ça et qui étaient à tomber par terre, quoi. Ouais. Notamment d'un peintre connu, peintre chaman, s'appelle Pablo Amaringo. Et quand j'ai écouté sa conférence et que j'ai vu ses peintures, ça m'a scotché, en fait, tout simplement, quoi. Donc on a accroché avec Romuald. On s'était vu avant sur un autre petit colloque, un autre petit événement, mais on n'avait pas eu le temps de trop d'échanger. Mais là, à partir de là, on est vraiment devenus proches. Ça fait une dizaine d'années environ. Plus. C'est ça, en fait. Ça fait une dizaine d'années, ouais. Et du coup, il m'a proposé de faire avec lui ce premier livre en collaboration qui s'appelle « Se souvenir du futur ». Et qui a été un beau succès. Avec vous parlez beaucoup de synchronicité. Ouais. Oui, parce qu'on est tous les deux des grands lecteurs de Jung aussi. Ouais. Alors, je dis grand lecteur, mais je ne sais pas du tout. Le livre rouge, c'est ton livre de chevet aussi ? Ça pourrait, c'est un livre sur lequel on peut revenir souvent. J'ai le livre rouge, bien sûr. Non, le grand format ou le... Non, j'ai pas le format illustré, j'ai pris le petit, j'avais pas les moyens. Ah oui, parce que le grand format, il vaut cher. Ouais, ça vaut très cher. Le livre rouge de Jung qui a été publié il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années. En plus, alors que c'est une œuvre des années 60. De jeunesse pour lui. C'est quelque chose qu'il a fait très très tôt, en fait. C'est des choses... Ah oui, mais qu'il a suivi toute sa vie. Qui n'ont pas été publiés pendant toute sa carrière, qui ont été publiés tardivement, en fait. Mais, tiens, tu nous en parles 2 minutes, parce que moi je suis curieux de ce livre. Toi, tu le connais visiblement pas trop mal. Jung et les synchronicités. Donc Jung, c'est le père des synchronicités. Et tu as fait une conférence dans tes livres, j'imagine, tu as développé... On se réfère beaucoup à Jung, avec Romuald, très souvent, parce que le concept de synchronicité, c'est un concept de psychologie, mais il l'a élaboré avec un physicien, qui était Pauli, c'est ça ? Wolfgang Pauli, qui a été un prix Nobel de physique en 1945, donc grand physicien de physique quantique. Et Jung donc, a beaucoup correspondu avec lui, beaucoup échangé avec lui, et ils ont proposé ce concept qu'ils appellent synchronicité, qui consiste à en fait lier 2 phénomènes, un qui se produit dans la pensée, dans la sphère psychique, donc une pensée qu'on a, une idée, un questionnement qu'on a, et puis qui vient en coïncidence avec quelque chose qui se passe dans la réalité matérielle, quelque chose qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé au même moment, un slogan qu'on voit passer sur un camion dans la rue. Il y a plein de façons, ou quelqu'un qui nous appelle au même moment auquel on pensait à lui, enfin tout ça c'est des synchronicités. Donc il y a ce lien entre cet événement dans la sphère psychique et cet événement dans la sphère matérielle, ce qui est un lien de sens, qui n'est pas un lien de cause à effet, parce que les 2 événements ne sont pas reliés par un lien de cause à effet, mais le sens, c'est par une causalité, par un lien de causalité. Le sens que chacun... Exactement. Et ça, tu mets le doigt sur le point le plus fondamental. C'est le sens que lui donne la personne qui vit cette coïncidence. Sinon, ça reste une coïncidence, on va dire. 2 événements qui coïncident. Et on ne peut pas l'inventer, le sens ? On peut l'inventer. Bien sûr, on peut se méprendre. On peut certainement se projeter des choses. Par exemple, les gens qui voient sans arrêt les heures miroirs, j'ai envie de leur dire, bon les gars... Oui, les 11h11. 11h11, oui, ça arrive sur ta montre, ça arrive 2 fois par jour quand même. Oui. Bon.
Ça peut avoir du sens dans un contexte où tu t'interroges justement par rapport à ça. Mais si c'est juste ah bah, j'ai vu 11h11, bon. Bref, on peut se méprendre, on peut s'illusionner là-dessus. Mais quand on vit ça de manière répétée et surtout dans un contexte où on a besoin d'avoir des réponses à des questions fondamentales qu'on se pose, par exemple, est-ce que je dois quitter mon partenaire de vie, ma partenaire de vie? Est-ce que je dois changer de métier? Est-ce que je dois changer de région? Est-ce que je dois ceci, cela, changer de pays? Est-ce que quand j'ai une décision fondamentale, importante à prendre pour mon avenir, eh bien, si on a des synchronicités dans ce contexte-là, en général, ce sont des réponses. Ce sont des choses, en tout cas, qui sont une forme de, que moi j'appelle de guidance. Et qui t'éclaire, quoi. T'éclaire sur ce chemin-là. Et l'hypothèse qu'on a fait, c'est que Romuald fait dans ce souvenir du futur, c'est que ces signes-là viennent de notre propre futur. Parce que le temps existe de manière déjà déployée. Alors c'est là qu'on rentre dans une spéculation métaphysique que certains vont juger absurde, New Age, débile même. Hein. Mais nous, la proposition qu'on fait, et il y a beaucoup de résultats d'expériences, entre guillemets, personnelles à la clé, hein, que vivent les gens qui nous suivent. Et eh bien, on peut raisonnablement, sérieusement, estimer que c'est un message que nous envoie notre propre moi du futur pour nous guider sur ce chemin d'épanouissement, d'accomplissement, d'éveil, etc. Alors c'est toujours la grande histoire entre la destinée, le libre arbitre. Oui, oui. Est-ce qu'on a un libre arbitre? Oui. Est-ce qu'on a une destinée? Oui. Tu vois, Et donc il faut faire avec les deux. Il faut faire avec les deux. Je pense, voilà, c'est personnel, hein, mais pour le coup, qu'on a des grandes étapes qui sont tracées, effectivement, par lesquelles on doit passer, qu'on s'est engagé, en quelque sorte, à traverser avant notre incarnation. En tout cas, beaucoup de médiums, des gens comme ça vont te dire ça. Mais qu'on a une liberté de s'y conformer ou non. Et on a la liberté de s'écarter d'une espèce de chemin idéal qu'on peut avoir pour aller vers notre propre accomplissement personnel. Et plus on s'en écarte, et peut-être plus on va être rattrapé par des épreuves douloureuses, des choses qui vont essayer de nous ramener sur ce chemin-là. C'est comme ça que je le vois. Et les synchronicités elles-mêmes sont des balises pour nous guider, pour nous mettre sur ce chemin-là. Mais on garde notre libre arbitre dans le sens où on n'est pas obligé de suivre ses recommandations, on n'est pas obligé de suivre ses intuitions, on n'est obligé de rien. Mais on a du libre arbitre que dans la mesure, que dans la limite de ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains incarnés. On n'a pas une liberté absolue. Par exemple, je ne peux pas décider de m'envoler, là, avec ce corps-là, en tout cas. Tu vois ? Ça, si tu travailles beaucoup sur toi. Alors, peut-être certains en sont capables. Moi, on est limité parce que nous sommes. Il paraît, j'ai jamais vu qu'il y a des gens qui font de la lévitation. Qui font de la lévitation, des yogis. Ouais. Bon. Mais bon, il y a des cas comme ça, pourquoi pas, mais c'est extrême. Mais en tout cas, voilà, on est limité par ce que nous sommes, y compris au plan psychique aussi. Donc, on n'a pas un libre arbitre absolu. Donc, ce que vous avez élaboré comme théorie dans ce livre avec Romuald Le Terrier, rappelle le titre. Ce souvenir du futur. Ce premier livre avec Romuald, c'est que ces synchronicités sont des informations que le futur vous envoie. Nous envoie à chacun notre propre futur. Mais ça, alors, du coup, ça voudrait dire qu'on a une destinée, que cette destinée, on peut y avoir accès, voir un petit peu grâce aux synchronicités, mais que cette idée de voir son futur, vous allez jusque-là à imaginer que tu peux... On ne dit pas ça comme ça. Tu peux avoir une vision On ne dit pas forcément... On peut voir un futur... À chaque moment, en fait, on a plusieurs futurs probables. On a plusieurs futurs possibles, et on a des futurs probables, plus que d'autres futurs. Mais tous les futurs sont là en potentialité. Donc on est comme dans une incertitude quantique, pour utiliser ce terme. Et du coup, par nos choix, par nos qualités d'être, par nos qualités d'âme et par les intentions que nous posons, etc., eh bien, on s'oriente et on attire à nous un certain futur. Donc le but, c'est d'attirer le futur le meilleur pour nous, le futur le plus souhaitable. D'accord, mais quand on parle de destinée, c'est pas un des futurs, c'est une destinée. Il n'y a pas 36 destinées. Oui, mais c'est pas une question d'accomplir un grand destin. Si tu veux, on n'est pas censé devenir tous une personne importante sur la planète ou de construire des cathédrales ou des temples. Notre destin, c'est de nous accomplir et d'être bien, simplement d'être apaisé et d'être en harmonie avec le monde.
d'être bien avec les êtres vivants qui nous entourent, les êtres humains. Donc j'imagine que dans ce livre, tu donnes des exemples concrets, il va falloir que je le lise. Oui, ben oui, parce que Romuald en fait a proposé tout de suite des applications pratiques. Avec des cartes, je crois, non? Ces synchronicités-là, on peut les provoquer. C'est ça la grande nouveauté, l'apport fondamental de Romuald dans ce livre, c'est qu'il propose un petit mécanisme, un petit jeu, pour provoquer ces synchronicités-là et associer ça à des intentions de sorte qu'on obtienne des réponses à des questions qu'on se pose qui sont plus ou moins profondes, plus ou moins légères, si tu veux. Donc voilà, ça devient une sorte de jeu, ça devient ludique. Ok, donc ça, c'est... Mais notre destinée à tous, c'est de nous éveiller au sens simple, c'est-à-dire d'être en paix avec le monde, malgré le monde. Malgré le monde. Eh oui, mais ça a toujours été ça. Ouais. D'ailleurs, le monde n'a jamais malgré été parfait. Les autres. Le monde n'a jamais été parfait. Oui, l'enfer, c'est les autres, c'est une connerie, parce qu'en fait, on ne comprend pas ça. Quand on dit l'enfer, c'est les autres. Sartre, il voulait pas dire. Sartre, il voulait pas dire que les autres sont tous insupportables. Il voulait dire que les autres nous renvoient à notre position d'objet. Ils nous voient comme un objet, alors que je me vis comme un sujet. Bref, c'est de la philo. Ouais. Bon. Mais on va aller, parce que là, moi, on était en train d'articuler un petit peu l'entretien sur ton évolution avec tes rencontres à toi. Donc Romuald Le Terrier comme Philippe Guillemont ont été importants dans ton parcours. Tu continues à faire des livres encore avec Romuald? Tu en as fait combien? Tu as fait plusieurs avec lui? Romuald, on sort notre 4e livre en septembre 2025. Là. Ah, il va falloir qu'on se revoie. Non. Bon, mais et tu as déjà un titre, quelque chose à nous dire? Oui, le titre, c'est Le secret de la vie. Donc, c'est un secret. Non, le titre s'appelle Le secret de la vie. C'est le titre du livre, Le secret de la vie. Donc on creuse encore les synchronicités, la notion de rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur. Et donc il y a du Philippe Guillemont un peu à l'intérieur de ça? Il y a un petit peu de Philippe Guillemont, mais Romuald a ses propres thèses là-dessus aussi, parce que lui, il a appris ça auprès des chamans. Les chamans ont cette vision-là des choses, de la façon dont le futur influence le présent. Donc ça, c'est des concepts qu'on retrouve aussi bien dans l'interprétation de la physique quantique que dans les chamanismes de certains peuples, si tu veux. Donc c'est extrêmement riche. Et puis, il y a d'autres traditions spirituelles qui en parlent. Et Romuald, là, fait le lien avec l'alchimie. Ah, l'alchimie occidentale. L'alchimie médiévale, occidentale, de la Renaissance, etc. Qui est extrêmement riche aussi sur ces concepts de si tu veux, dépasser l'illusion de l'espace-temps. L'espace-temps n'étant qu'une projection de quelque chose de plus fondamental qui est une réalité de conscience, on va dire, ou d'information. Ok, bon, là, ça m'intéresse parce que moi, les sujets que je voudrais aborder avec toi et qu'on a mis en second, mais que je voulais mettre en premier, c'était justement cette histoire de la conscience et de la réalité, de qu'est-ce que la réalité. Et donc, ça va être un peu le sujet de ce livre, le secret. Ouais, mais on a fait en sorte que ce soit simple, accessible au plus grand nombre, tout en étant très riche sur le fond, sur le plan des idées, parce que on parle de la quête de longue vie, en fait, la quête d'éternelle jeunesse, qui est un mythe. D'immortalité. La quête d'immortalité, qui est un mythe qui est présent dans toutes les traditions spirituelles depuis toujours. Tu as Gilgamesh, jusqu'au transhumanisme. Dans toutes les traditions spirituelles, sur tous les continents, tu as des mythes d'immortalité ou de quête de jeunesse, d'éternelle jeunesse, dans le taoïsme, et puis la fontaine de Jouvence. Et même dans le corps physique. Ouais, alors justement, dans le taoïsme, c'est l'immortalité du corps physique. Et puis dans d'autres traditions, c'est l'immortalité de l'âme, évidemment, on le sait, comme dans le christianisme. Mais c'est hyper intéressant de mettre ça en regard de ce que dit la science moderne sur l'allongement de la vie grâce à la recherche scientifique, à la biologie. Donc tu vas parler de transhumanisme, c'est ça? Et la singularité et la fusion avec la technologie, donc la biologie et la technologie qui fusionnent au sein du projet transhumaniste que l'on critique aussi pour justement son manque de spiritualité finalement, parce que là il s'agit de faire de nous des espèces de machines, si tu veux. Donc dans la vision transhumaniste des choses, la spiritualité n'a pas de place du tout. Du tout.
Il n'y a aucune place pour la spiritualité. C'est un peu forcé, quoi. Disons, il y en a qui vont dire que c'est un projet spirituel aussi. Et oui, puisque c'est quand même, il y a la mort qui est très présente dans cette histoire. Oui, c'est une façon de surmonter la mort, mais oui. par la technologie, par la machine. Ouais. Donc il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas quelque chose au-delà du réel, visible. Oui, parce que ces gens-là sont des matérialistes, a priori, les transhumanistes. Justement, la transition, elle me plaît parce que je voulais parler de ce paradigme post-matérialiste dans lequel la science aujourd'hui, pas la science, quelques scientifiques, et de ce manifeste post-matérialiste. J'aurais bien aimé, toi tu pourrais nous en dire un peu plus comment tu as vécu cette apparition de ce manifeste, parce que ça fait quand même du bruit, je crois. C'était en 2014-2015, je ne sais plus l'année. Oui, ça fait une dizaine d'années, je ne sais plus quand est-ce que c'est paru, mais c'est à l'initiative d'une poignée de scientifiques, dont Mario Beauregard. Donc Mario Beauregard, que tu as interviewé, je suis sûr. Je le connais parce que j'ai traduit, en fait, ma première traduction, c'était un livre que Mario Beauregard a écrit avec une journaliste canadienne anglophone, donc il avait sorti son livre en anglais. Et c'est ma première traduction, en fait, en édition, c'est ça. Dis-nous vite fait qui est Mario Beauregard. Le livre s'appelle « Du cerveau à Dieu » en français, il reste toujours intéressant à lire. Et Mario Beauregard, c'est un chercheur québécois, donc francophone, en neurosciences. Voilà. Et qui est dans ce nouveau paradigme. Absolument. Et lui, avec quelques amis, parce qu'à l'époque, il travaillait à l'université d'Arizona, je crois, avec quelques proches, dont Dean Radin, qui est un grand chercheur en parapsychologie aux États-Unis, etc., et quelques autres personnalités, ils ont publié ce manifeste manifeste pour une science post-matérialiste qui demandait à la communauté scientifique, mais qui s'adressait aussi à la société en général, si tu veux, de prendre en considération le corpus de données énormes qui émanent des recherches en parasciences, en parapsychologie, en tout ce qu'on appelle, les recherches sur les états modifiés de conscience, les recherches sur la psychokinèse, donc l'action de la pensée sur la matière, toutes ces recherches-là, la télépathie et tout ça. Depuis les années 60, on a des protocoles quand même de recherche sérieux qui font qu'on a accumulé des tonnes et des tonnes de données. Donc on n'a pas des effets extrêmement spectaculaires, mais mis bout à bout, on a des effets qui statistiquement sont indubitables. On peut pas, significatifs. On ne peut pas dire que ces phénomènes n'existent pas. Donc on ne sait pas les expliquer parce que ça demande de réécrire la biologie, la physique, ça demande de tout réécrire, de tout repenser. Les neurosciences. Donc on ne sait pas expliquer ça. On a des tentatives, bien sûr, justement, il y a des modèles comme Philippe Guillemont et d'autres, mais on est obligé de constater la réalité de ces phénomènes. Donc le manifeste pour une science ou un paradigme post-matérialiste, c'est ça, c'est un appel à ça, à l'ouverture d'esprit des scientifiques pour qu'il y ait justement plus de recherche, plus de fonds, plus de financement, pour mener davantage de recherche là-dessus, et puis aussi pour que les théoriciens, justement, travaillent sur des nouveaux modèles, quoi. Donc parce que on a dit la physique quantique ça explique toute la télépathie et tout ça, mais finalement non, c'est pas aussi simple que ça. On va pas expliquer un mystère par un autre mystère. Donc on en revient de ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui à l'époque se sont dit il suffit de prendre les bizarreries de la physique quantique et puis ça va expliquer les bizarreries de la conscience et ça va expliquer les bizarreries de la matière. Non, c'est plus subtil que ça, on va dire. C'est plus subtil, mais c'est complètement passionnant. Donc ce mouvement-là, il est resté très marginal, il ne faut pas rêver. Ça ne concerne que quelques poignées de chercheurs qui sont ouverts à ça. Je crois avoir lu quand même 400, mais c'est rien du tout par rapport à la masse. C'est rien du tout par rapport à l'ensemble des chercheurs sur la planète, mais c'est surtout que ces gens-là, même ceux qui sont ouverts, qui seraient ouverts potentiellement à ça, ils ne peuvent pas tous le dire publiquement, ils ne peuvent pas tous prendre le risque. De perdre leur budget. Parce que le monde fonctionne de telle sorte que le matérialisme, c'est l'idéologie dominante, y compris dans la recherche scientifique. Il faudrait définir, parce que là on en parle sur les autos. Je crois d'ailleurs que dans une de tes conférences, tu parles de plus en plus souvent de ce philosophe néerlandais d'origine brésilienne. Bernardo Kastrup, bien sûr. Bernardo Kastrup, qui lui a développé, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, cette nouvelle réalité, le nouveau réalisme. Alors, c'est pas le nouveau réalisme, justement. Il abandonne le réalisme, mais il faut définir un matérialisme, réalisme. Lui, il promeut une doctrine qu'il appelle l'idéalisme analytique, c'est-à-dire que le monde est conscience. Et ça, on retrouve ça dans les spiritualités d'Inde. Le monde est conscience. Le monde est conscience à la base. La matière, là, c'est ces objets qui nous forme de conscience. Ça, c'est une forme de... C'est quelque chose qui prend l'apparence de la matière, mais qui apparaît de toute façon dans la conscience. Donc toute la matière, elle existe, mais c'est quelque chose qui, à la base, est un substrat
de conscience, plus ou moins densifiée. Voilà, ça, voilà une façon de le dire, on parle par analogie. Et ça, c'est la pensée de Bernardo Kastrup. Est-ce qu'elle est partagée par de plus en plus de gens? Comment il... C'est toujours pareil, ça reste marginal, mais lui, c'est un philosophe qui vient du milieu de la science aussi, donc il connaît très bien aussi la physique. L'informatique. Et il a travaillé au CERN de Genève sur des expériences de physique quantique extrêmement pointues. Ouais. Et puis, il a fait un doctorat de philosophie, et dans le monde anglo-saxon, il est très respecté pour justement faire le lien entre physique quantique, neurosciences et philosophie de l'esprit. Ouais. Donc toute la tradition qui va de Kant à Husserl, partant mais en même tout de cas, Platon. moi, je ne lis pas les philosophes souvent. Je me suis un peu penché sur un de ses bouquins. Ben, il se lit mais très facilement. C'est sa force, en fait. Moi, j'ai traduit deux de ses bouquins, dont un que j'ai co-traduit, et j'ai corrigé une autre traduction. Donc il y a 3 livres en français de Kastrup qui sont à lire absolument. Donne-nous un titre. Eh bien, le premier, c'est pourquoi le matérialisme est absurde. Je l'ai co-traduit. Ensuite, il y a du sens dans l'absurde, qui a été traduit par un jeune psychologue que j'ai supervisé. Et l'idéalisme analytique en quelques mots, ça c'est la synthèse de sa pensée que j'ai traduit l'an dernier. D'accord. Idéalisme analytique donc en quelques mots. Donc tu es proche de cet auteur et de cette pensée aussi, donc du coup. Oui, complètement, parce qu'il est très justement didactique et c'est de la philosophie accessible, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas de la philosophie pour philosophes. Le problème de la philosophie contemporaine, c'est qu'il y a les mecs, il écrit un bouquin, il y a 10 gars qui peuvent comprendre ce qu'il écrit, c'est comme les maths. Les phrases sont limpides, c'est clair. Même si ce qu'il raconte n'est pas assez très clair. L'histoire du tableau de bord là, de l'avion du Boeing. Ça, c'est une allégorie, une image. Voilà, moi, je fais mon mieux en tant que traducteur pour essayer de rendre ça, mais je ne suis pas non plus... C'est ton image, ça? Non, c'est la sienne. Non, bien sûr, mais il se peut que je fasse aussi des petites imperfections. Quand je traduis sa pensée, si tu vois, c'est subtil aussi quand même. C'est facile. Moi, je crois avoir compris finalement sa pensée avec cette histoire de tableau de bord d'avion. Quand on voit rien, qu'il y a des nuages partout, que du brouillard total et qu'il n'y a que les instruments de bord qui nous donnent la réalité de l'extérieur. Et en fait, il fait cette analogie avec notre cerveau qui nous donne des informations parce que nos sens, comme un tableau de bord dans un avion, nous donne des informations, mais en fait, on ne voit que le tableau de bord. Nous percevons du monde des informations qui sont de l'ordre de quantitatif. On a des longueurs, on a des hauteurs, on a des poids, on a des vitesses, on a tout ça, on n'a que des grandeurs qui sont quantitatives. Et ça, c'est l'image du monde qu'on a. Mais en réalité, le monde dont on fait l'expérience, on en fait une expérience qualitative. Donc ce qui est important, c'est l'expérience qu'on en a émotionnelle aussi, dans notre expérience consciente profonde. Donc il dit qu'on est comme dans un cockpit d'avion, effectivement, où on aurait les fenêtres occultées, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit simplement tel que nos sens nous permettent de l'appréhender à travers des mesures. Donc ça, c'est l'image principale qu'il emploie. Il y a d'autres chercheurs qui emploient une autre image qui est celle justement de l'écran d'ordinateur avec les icônes. Ah oui. Et on ne perçoit que des icônes, mais on ne perçoit pas ce qui est derrière les icônes. Comment il s'appelle? Hoffman. Donald Hoffman, oui. Je vois que tu as bien travaillé. Non, c'est toi, c'est grâce à toi, parce que dans une de tes conférences, tu as parlé de Daniel Hoffman. C'était l'an dernier. En tout cas, moi, j'y étais à cette conférence qui m'a... Je te remercie, parce que c'était limpide, et c'est ta force aussi. C'est pour ça que je voulais t'interviewer. Bah, ces gens-là, ils sont extraordinaires. Non, mais non, je parle de... Là, t'es humble, parce que je voulais parler de toi. Je fais partie des rares, entre guillemets, qui vont traduire ça, parce que j'ai l'accès à ces conférences, à ces textes en anglais, parce que je suis anglophone. Ouais. Et voilà, mais pas de... T'es un des rares dans ce milieu à être vraiment anglophone? Mais parce que c'est une vie antérieure, c'est un atavisme en fait. Mes parents ne sont pas du tout anglophones, si tu veux savoir, mais c'est juste que j'avais la passion de l'anglais et que ça m'a servi pour lire ces auteurs-là et les traduire et essayer de vulgariser aussi leurs pensées. Donc le Hoffman en question, qui lui a une autre image que Kastrup, c'est l'image des icônes sur un écran d'ordinateur, que quand on clique dessus, on rentre dans les fichiers, et en fait que... Nous tous, on ne voit que les icônes, mais on ne voit pas l'intérieur du fichier, tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas la réalité de 0 et de 1, les bits quantiques les bits numériques qu'il y a derrière. On ne voit pas ça parce que de toute façon, si on voyait ça, on ne saurait pas quoi en faire. On ne saurait pas interpréter
C'est un peu Matrix, avec dans le film, là, quand on voit à un moment les chiffres là, sur le fond vert. Là. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on ne saurait pas interpréter ce qu'est vraiment le fichier auquel renvoie l'icône. Et d'ailleurs, est-ce que parce que ce film, Matrix, toi, il t'a touché, ce film? Ah oui, à l'époque, c'est une révolution. C'était quelle année, ça? Années 90? C'est 2000, c'est 2001. 2000 après 2000, ouais. Et parce que là, ils se sont inspirés de qui pour faire ceci? C'est une mise en image de l'allégorie de la caverne de Platon. Ouais. Directement. Alors vas-y, raconte-nous l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, c'est donc cette idée chez Platon que nous, êtres humains, nous sommes comme des prisonniers dans une caverne et nous ne voyons du monde que des ombres projetées sur une paroi de la caverne parce qu'il y a un feu derrière nous et on ne voit que des ombres. Et en fait, le jour où on sort de la caverne, on découvre le vrai monde. Donc c'est l'idée qu'il y a un monde caché derrière les apparences. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de réflexions philosophiques, aussi chez Kant après, qui a modernisé cette pensée-là. Et c'est intéressant parce qu'on a ça chez Kastrup, Hoffman aussi maintenant, mais il y a d'autres... Avec les outils d'aujourd'hui, mais il y a d'autres façons encore de lire les choses comme ça. De dire finalement, il n'y a rien de caché derrière les apparences. Donc on va y venir en conclusion. Mais l'allégorie de la caverne... En conclusion de ton livre, Le secret de la vie ? Non, là, en conclusion de notre entretien. Ah, parce que là, tu es en train de nous dire qu'on va conclure. C'est bien, c'est toi. Pas tout de suite, forcément, mais... Alors, attends, parce que je regarde... Non, mais c'est vrai, tu as raison, on avait dit, il est 16h bientôt. Donc, on va bientôt conclure. On se laisse 10 minutes encore ? Oui, bien sûr, mais c'est parce que je veux dire que ma pensée à moi, elle évolue aussi. Et tous ces chercheurs-là, ils ne sont pas non plus seuls à réfléchir à ces questions-là. Et il y a d'autres voies encore de réflexion qui sont tout aussi passionnantes, qui sont enrichissantes et qu'il faut prendre en considération. Donc je vais y revenir. Mais l'allégorie de la caverne, pour moi, ça reste une image très puissante. Très ancienne. Parce qu'il y a cette idée qu'effectivement, derrière le monde des apparences, auquel on accède grâce à nos sens, eh bien, il y a une autre réalité plus fondamentale qui est une réalité, on va dire, faite d'informations ou de conscience pure ou de choses comme ça. Et on retrouve ça, effectivement, dans les traditions spirituelles, notamment hindouisme, bouddhisme et compagnie. Donc ça reste tout à fait passionnant, voilà. Et c'est une réflexion qui est actuelle, à la fois en sciences de la matière, en physique, et à la fois en sciences de l'esprit, donc dans les neurosciences, etc. Voilà, parce que moi, dans cette partie, j'ai noté la conscience avant la matière. Hein. Et toi, dans une de tes conférences, tu nous disais... C'est ça le paradigme post-matérialiste. Ouais. Le paradigme matérialiste, c'est dire, il y a la matière d'abord, il y a les atomes, on va partir des particules subatomiques qui s'assemblent en atomes. Et les atomes s'assemblent en structures plus complexes dans le domaine du minéral et dans le domaine de la biologie, du vivant. Donc ça va devenir des cellules. Ça se complexifie. Les cellules vont donner des tissus, les tissus vont donner des organes. Ça, c'est dans le monde du vivant. Et tout en haut de cette pyramide-là, il y a l'homme. Il y a la structure la plus complexe qui est le cerveau de l'homme. Ah, oui. Et du cerveau de l'homme émerge la conscience. Et avant ça, il n'y a pas de conscience. C'est un peu anthropocentré, donc, ça. tout en haut de la pyramide, non seulement c'est anthropocentré, mais en plus, la conscience vient en dernier dans ce modèle-là. Alors que des gens comme Dean Radin et tout ça disent, si on met la conscience tout en bas de la pyramide, en fait, tous les phénomènes inexpliqués s'expliquent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu proposer cette approche. Mais c'est un renversement complet de perspective. Donc, c'est dire la conscience est première. Et il y avait déjà aussi des physiciens pionniers de la physique quantique qui disaient ça. Qui disaient on ne peut pas penser la matière sans avoir d'abord la conscience comme substrat. Donc, c'est toujours débattu. C'est toujours, aujourd'hui, complètement débattu comme réflexion. Et ça, c'est passionnant. Dans une de tes conférences, tu avais, alors c'est peut-être un des auteurs que tu as traduit, mais tu parlais de cet océan qui serait la conscience, avec les vagues... Ça, c'est une image de Castrup aussi. C'est Castrup, ça ? Les tourbillons. Et les îles. Les îles, c'est la matière. Là, l'île qui émerge dans un océan, ça, c'est une image des dialogues avec l'ange. Ah ? Ça, c'est une image pour valoriser la notion d'individualité. D'accord. Il est nécessaire que l'île émerge à la surface et que donc nous nous accomplissions en tant qu'individus. Parce qu'à une époque, la quête d'éveil spirituel, c'était de ne faire qu'un avec l'univers et de disparaître en tant que personne. Plus d'ego. Voilà. L'ego doit être dissous, il doit être mis de côté, c'est l'ennemi, etc. Et aujourd'hui, il y a d'autres façons de penser ça, en comprenant qu'on peut aussi valoriser le fait d'être un individu. C'est l'individuation de Jung, justement. Donc,
si en t'écoutant, là, je me dis qu'il y a comme une évolution dans la spiritualité, dans la façon où tout a déjà été dit. Est-ce qu'on découvre des choses qui nous permettent de dire, ben, on se trompait un Et peu. ben justement, Ouais. voilà, on peut continuer, hein, mais la conclusion que j'évoquais précédemment, c'est la pensée en fait d'un philosophe français qui s'appelle Michel Bidbol. Et Michel Bidbol, c'est un spécialiste de la physique quantique, c'est quelqu'un qui est diplômé en médecine aussi, et qui est un philosophe des sciences extraordinaire. Simplement, il est difficile à lire, il est difficile de rentrer dans sa pensée. Tu peux pas le traduire en français? Voilà, il faudrait. Mais c'est un français. Il vient de faire un dernier livre qui est extrêmement dense, mais qui est, à mon avis, plus accessible en termes de style, justement. Je pense qu'il a fait l'effort pour être plus accessible, mais ça reste quand même très, très exigeant. Mais il dit qu'en fait, aujourd'hui, alors je vais essayer de ne pas trahir sa pensée parce que c'est risqué toujours. Il dit que la physique quantique, en fait, elle ne nous dit rien de la réalité du monde, tel qu'il est derrière les apparences. La physique quantique, aujourd'hui, dans les interprétations que lui privilégie, qui sont en l'occurrence ce qu'on appelle le cubisme, c'est un des courants d'interprétation de la physique quantique. Le cubisme. Le cubisme. Rien à voir avec... Cubisme, c'est un jeu de mots. Ah oui, avec le Q de quantique. Ouais, le Q de quantique. Il dit que la physique quantique nous donne comme un guide du monde et non pas une carte du monde. C'est-à-dire qu'elle ne décrit pas le monde tel qu'il est, en nous proposant une carte, mais elle donne un guide qui va nous permettre de nous orienter. C'est-à-dire que dans le guide, on sait qu'il est écrit que si on va dans cette direction-là, on va voir telle chose. Si on va dans telle autre direction, on va voir telle autre chose. Et la physique quantique ne nous dit que ça, en fait. Donc lui, il dit qu'il faut oublier tout ce qu'il appelle le merveilleux quantique, dans laquelle il cite d'ailleurs beaucoup des auteurs dont on a parlé là, en disant que ces gens-là s'appuient sur la physique quantique pour dire que finalement, justement, l'action de l'esprit sur la matière est démontrée par la physique quantique, que la télépathie ou ce genre de phénomène est expliqué par l'intrication quantique, donc le fait qu'il y a ce qu'on appelle une non-localité. Lui, il rejette tous ces concepts-là en disant que la physique quantique, elle ne dit rien de ce qu'est le monde, de ce que sont les particules subatomiques en tant qu'entité. Parce que... Mais qu'est-ce qu'elle dit alors? Alors elle ne dit que des choses sur la relation que nous avons, nous, en tant qu'observateurs, avec le monde subatomique, en fonction de ce qu'on va faire comme expérience. Donc elle nous donne des réponses à des coups de sonde qu'on donne dans la matière, et elle répond à notre action et à notre acte d'observation, si tu veux, en quelque sorte. Donc c'est compliqué, mais le message final, c'est de dire que finalement, nous ne pouvons pas observer le monde tel qu'il est, parce que nous ne pouvons pas nous extraire du monde. Donc nous ne pouvons pas... avec la méditation... Nous devons renoncer, alors justement, nous devons renoncer à connaître le monde tel qu'il est, en tout cas par la démarche scientifique, donc c'est une réflexion sur la science aussi, mais nous devons reconnaître que nous sommes à l'intérieur du monde, que nous percevons le monde depuis l'intérieur du monde, que nous sommes tissés dans la trame du vivant, dans la trame du monde, et que du coup, nous devons avoir une prise de conscience de notre situation dans la réalité, et ça change complètement notre relation au vivant et à l'inerte, et donc c'est nouveau. C'est une nouvelle conscience écologique aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça rejoint ce qu'on appelle une écophilosophie, donc une façon de voir le monde qui transforme notre relation au vivant notamment, mais aussi à la planète et au sous-sol, au sol, etc. Et ça, c'est une pensée qui est censée nous faire rompre avec l'exploitation illimitée des ressources, l'extractivisme, etc., parce que nous sommes constituants nous-mêmes, nous sommes partie prenante de toute cette trame, ce qui rejoint ce que dit le bouddhisme. Et d'ailleurs, lui-même, il est engagé dans une voie du bouddhisme. Et le bouddhisme nous dit que tout est interdépendant, rien n'a d'existence propre, toutes les choses n'existent qu'en relation les unes avec les autres, etc. Et on doit arriver à une vision du monde comme ça, et renoncer à connaître les choses telles qu'elles sont. En tout cas, la physique quantique ne nous dit pas ça.
Donc voilà, c'est une pensée qui doit être digérée, que moi-même je dois encore digérer avant de pouvoir en parler, tu vois, parce que c'est difficile. Ouais, ouais, mais je crois avoir... C'est encore tout frais, mais tu vois l'idée qui rejoint justement, c'est ça qu'on boucle une boucle, Qui rejoint, tout est relié, ce que tu disais dans... et qui rejoint l'animisme des peuples racines. Voilà, oui, oui. Parce qu'on n'a pas dit aussi que je suis rédacteur en chef maintenant d'une revue qui s'appelle Native. On l'a pas dit, mais c'est important, parce que d'abord parce que la publication va sortir pour cet été, quoi, le numéro combien d'ailleurs? C'est le numéro 19 là qu'on vient de sortir. 19. Ouais. Donc tu es rédacteur en chef. Ah, il faut le dire quand même. On peut conclure. En tout cas, oui, en tout cas. Mais est-ce que tu viens de finir de... Moi, je garde le vocable tout est relié parce que d'abord c'est un titre de tes livres avec Romuald Le Terrier. Mais donc cet auteur, redis-nous son nom. Michel Bidbol. Michel Bidbol, que je ne connais pas. C'est un philosophe des sciences. C'est un spécialiste de la phénoménologie, c'est aussi un courant philosophique très spécial dont il parle dans son livre. Comment les sciences se perçoivent Ouais, enfin, c'est revenir à l'expérience vécue, en fait. Il faut renoncer, tu vois, à s'extraire du monde et simplement admettre. Ça rejoint la méditation, ça rejoint l'Advaita Vedanta aussi. La pleine conscience, oui. La pleine conscience aussi, c'est revenir à l'expérience vécue, l'expérience présente. Bon, et puis renoncer de vouloir aller au-delà, derrière les choses, quoi. Et Bidbol, bon, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté en tant que philosophe des sciences et qui a en plus un parcours en physique et en médecine, donc si tu veux, il a une vision quand même globale du phénomène. Il a écrit beaucoup sur la conscience aussi. Et tu as un lien avec lui quoi, tu as travaillé avec lui? C'est quelqu'un que j'ai interviewé pour Le Monde des religions une fois, ouais. et puis peut-être une ou deux fois j'ai parlé avec lui. Ouais. Mais là, tu as l'air bien impliqué dans son travail. Je lis, parce qu'il a traduit Schrödinger aussi, tu vois, donc il connaît très bien la physique quantique. Il a écrit des textes limpides sur la physique, enfin limpides, était extrêmement pertinent sur la physique quantique. Et j'ai lu beaucoup de ses livres, effectivement, mais la plupart sont arides, on va dire. C'est de la pure philo. Et là, le dernier, je le trouve plus accessible, mais il est quand même très dense. C'est 600 pages, quoi. Il faut quand même se les fader. Mais il arrive sur cette conclusion sur le terrain de l'écologie. Donc, si tu veux, pour moi, en tant que rédacteur en chef de Native, c'est absolument magique qu'il arrive sur ce terrain-là, parce qu'il dit que c'est une révolution de notre vision écologique du monde, qui, du coup, prend appui sur cette philosophie quantique. C'était pas Latour qui avait fait ça aussi, le philosophe? Latour atterrir ou... il a fait une révolution qu'on a appelée la révolution ontologique, je crois, en anthropologie, mais là, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Donc il dit on doit abandonner cette notion de réenchantement du monde pour aller sur un enchantement de notre être au monde. Ok. Donc, si tu as écrit un article dans Native sur... Pas encore. Pas encore. Mais si tu veux, il y a toujours la magie, il y a toujours l'enchantement du coup. Ouais. Tu vois ? D'accord. Il faut abandonner l'idée naïve. Non pas réenchanter le monde, mais... L'enchantement de notre être au monde. L'enchantement de notre être au monde. Ok, ça me plaît bien. Il faut creuser. Et j'aimerais que tu écrives un article. S'il te plaît. Oui, je vais essayer de vulgariser ça. Mais si tu veux, l'idée force aussi, c'est qu'il faut abandonner toute dualité. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est sur le terrain de la non-dualité, justement, indienne aussi. Hein. Ouais. Il faut abandonner toute dualité, toute idée de dualité entre le sujet et l'objet. On n'a pas parlé de Sri Aurobindo. Si, tu l'as cité, Sri Aurobindo, mais Sri Aurobindo fait partie des gens qui avaient ce discours-là. Voilà, c'est pour ça que ça me vient. Et là, ça vient de la réflexion en physique quantique, c'est ça qui est intéressant. Il faut abandonner... Il relie, lui, ce Bidbol, il relie aussi avec Sri Aurobindo, il parle un peu de... Et lui, sa voie, c'est le bouddhisme Madhyamaka. C'est l'école la plus pure de la philosophie, c'est la voie du milieu. Ah, la fameuse voie du milieu. La voie la plus pure du bouddhisme, le plus philosophique, le plus spéculatif, on va dire. Et donc, il n'y a pas de dualité entre le sujet et l'objet. Je perçois un objet et en même temps, je suis conscient, on va dire, je suis conscient d'un objet qui apparaît dans mon champ de conscience. Et en même temps, je suis conscient de moi-même en train de prendre conscience de cet objet. Donc, je suis conscient de moi en tant que sujet. Et en fait, ces deux consciences ne font qu'une. Parce que je n'existe comme sujet que dans ma relation à l'objet. D'accord ? C'est tout bête, hein. Ouais, mais c'est puissant. Ouais. Le père engendre le fils, mais le fils engendre le père. Oui, parce que c'est la relation qui fait... Tu ne deviens père qu'au moment où tu as le fils. Donc, de la même façon, le sujet engendre l'objet, l'objet engendre le sujet. Donc, finalement, ce n'est qu'une seule expérience. Donc, il n'y a pas de dualité sujet-objet. Et ça, c'est tous les enseignements de l'Inde depuis des millénaires, d'accord ?
De la même façon, il n'y a pas de dualité entre l'esprit et la matière. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, les deux ne font arrêtons qu'un. de séparer les choses. Les deux ne font qu'un. Il n'y a pas de dualité. On en vient à une expérience non duelle du monde dans laquelle on est tissé dans la trame du vivant et dans laquelle on ne fait qu'un avec l'ensemble du vivant et avec l'ensemble de la matière, y compris non vivante. Donc là, tu donnes envie, mais même si c'est ardu, il faut que tu le c'est ce que j'essaye de faire là maintenant, mais c'est la première fois que je le verbalise. Donc tu vois que c'est difficile. Ouais. Il faut arriver à dire ces choses-là qui sont très subtiles et très profondes avec des mots simples. Alors justement, comment ? Parce que là, c'est un exemple. On va peut-être finir là-dessus, mais j'aimerais qu'on finisse sur Native aussi quand même, parce que je ne le connais pas bien. Je t'avoue, je ne suis pas encore, et je veux le faire, découvrir ce magazine. Mais quand tu écris, parce que l'écriture, c'est que pour la pensée, là tu dis que c'est la première fois que tu le verbalises, cette thématique de beatball. Complexe, mais en même temps, quand on l'exprime par des mots, on clarifie les choses. C'est ton travail, ça. Et ton travail, comment c'est par l'écriture d'abord ou c'est la pensée ? C'est quand tu parles que tu clarifies les choses, c'est quand tu les écris ? Eh bien, ça dépend des situations, mais là, tu m'as proposé cet entretien, et je savais que j'allais en parler de ça parce que c'est ma réflexion du moment. Ouais. Donc il se trouve que j'en parle avant d'écrire là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas encore écrit là-dessus. Mais sinon, oui, le fait de devoir écrire là-dessus m'oblige à clarifier ma propre pensée. Ouais. Je peux pas essayer de partager quelque chose. Donc t'as pas encore écrit que je n'ai pas moi-même bien compris, on va dire, ne serait-ce que ça. Tu vois, si j'ai mal compris, je vais dire forcément des bêtises. Donc j'essaye d'abord de bien comprendre les choses, de les digérer, et ensuite je les partage soit oralement, soit à l'écrit. Mais à l'écrit, ça demande peut-être plus de rigueur, parce qu'à l'oral, on peut se reprendre, mais à l'écrit, ça demande plus de rigueur, parce que c'est imprimé, et puis voilà, ça reste. Donc, donc pas vulgarisateur, quel autre mot tu as utilisé ? Non, le mot en anglais, c'est popularisation. D'accord, un popularisateur. Mais on peut dire vulgarisateur, parce que vulgarisateur, ça vient de vulgus, qui veut dire peuple. Tout simplement. C'est la même chose. Ça a pris même racine. Ça a pris une consonance péjorative, mais c'est pas péjoratif. Bon, alors, merci. Merci Jocelyn. Native va apparaître bientôt. Là, on disait tout à l'heure que ça tarde un peu. Native a été publié, mais tarde à arriver dans les boîtes aux lettres, mais ça va arriver là pour le début de l'été. Bon, alors j'espère que ça arrivera en même temps que l'interview va sortir sur la chaîne YouTube. Non, bien avant, ça doit arriver là d'une seconde à l'autre. Ah bon, d'une seconde. Alors ça arrivera avant. Quand vous verrez cette interview, vous aurez déjà Native disponible. J'imagine par Internet. On est sur Internet, sur revue-native.com, et on peut commander au numéro, s'abonner, etc. Et depuis peu, on est en librairie. On peut commander chez son libraire. On n'est pas diffusé. Libraire, pas en kiosque. On n'est pas en kiosque. Ouais. Donc on a un dossier sur les rêves et la transe. D'accord. Donc c'est assez passionnant, je peux te le dire, et une longue interview de Paul Watson. Le fameux Paul Watson de Sea Shepherd, j'ai vu hier qu'il avait posté sur Facebook, ou il y a quelques jours, un long texte. Tu l'as vu Oui, je le suis sur les réseaux. Tu le suis, oui. Et donc tu l'as interviewé. Ouais. C'est quelqu'un, tu nous en as parlé l'autre jour, dont tu es assez proche. Il est assez. Non, je n'étais pas proche de lui, mais c'est quelqu'un. Voilà, j'ai rencontré, et c'est quelqu'un qui est fascinant parce que il a une culture scientifique d'abord très forte, et puis il est très proche des peuples racines. Justement. Notamment en termes de... peuples racines qui sont à la base de Native. Native, pourquoi qu'est-ce qui t'a amené ? Parce que tu es créateur de cette... Je suis co-créateur de la revue. Ouais. On a une petite équipe autour de Toulouse. Ouais. En fait, ce sont des gens qui étaient déjà impliqués dans des associations pour les Kogi ou pour les Indiens, Navarro, les Lakota, etc. Donc il y a plusieurs associations qui existent, mais il n'y avait pas de médias pour parler des peuples racines. En francophonie, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de médias pour parler de ces peuples-là à l'échelle mondiale. Et donc, moi, j'y suis venu parce que je m'intéressais au chamanisme, simplement comme journaliste, par la transe, en fait. Moi, je m'intéressais depuis longtemps aux états modifiés de conscience. Et donc, la transe m'a amené au chamanisme, et le chamanisme m'a amené aux peuples racines. Et c'est comme ça que j'ai connu Romuald, etc. Et du coup, on m'a proposé de travailler sur cette revue. Et depuis, j'apprends beaucoup de choses à chaque numéro, parce que je n'ai pas de formation en anthropologie ou en ethnologie. Mais c'est fascinant, c'est extrêmement riche. C'est quasiment 1,5 milliard de personnes, presque 500 millions de personnes sur la planète. Et c'est le premier magazine, tu as dit mondial, non ? Il n'y en a pas ? Ça n'existe pas, ce genre de magazine ? Si, dans le monde anglophone, il y a des revues aux États-Unis. En francophonie, c'est le premier. En francophonie, c'est le premier, Ah
Ah, bien. Donc il sort au Canada, Ouais, au Québec. ouais, on est diffusé au Québec, bien sûr. Ouais. Ah, ouais. Bon. Et là, on se rend compte, je ne sais pas si les gens, moi en tout cas, je me rends compte qu'on pourrait ne jamais arrêter de discuter avec toi parce qu'il y a toujours quelqu'un, un sujet. Mais qui a- tout étant tout est relié, relié. chaque sujet en amène un autre, forcément. Et Ouais, ouais. tout ça, c'est très riche. Ouais. J'avais préparé un document avec cette partie où je voulais qu'on parle de conscience. On en a beaucoup parlé, je crois, et, Ah oui, oui, quand pas même. mal. Hein. Donc, on a parlé de toi en tant que personne et ton parcours personnel. Ben, la conclusion, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. C'est cette belle conclusion sur cette nouveauté de Beatball, de la relation au monde et à soi-même. Avec, bon, je vais regarder l'interview que je viens de faire pour essayer de comprendre ce que tu as dit, ou en tout cas de te l'intégrer, parce que c'est nouveau pour moi, hein. Pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Oui, bah, pour moi aussi, d'une certaine manière, en fait. Bon, ouais. Bon, ben, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure cette interview, et pas moi qui parle tout le temps là. Non, mais je te remercie parce que justement, tu m'aides à aller un peu au fond des choses. Et je sais que tu as un vrai intérêt bien profond, documenté pour tout ça aussi, que tu pars pas, tu abordes pas ces sujets-là de manière superficielle, parce que c'est ça en fait le risque, surtout ces sujets de conscience, de spiritualité, etc. Le risque, c'est de rester en surface et de dire des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, quoi. Donc si on veut dire des choses qui ont un peu de sens, eh bien, il faut creuser effectivement les choses, aller sur des terrains où, parfois glissants, mais où parfois ça peut être complexe, ça peut être difficile. Et moi, je ne suis pas toujours clair non plus dans ce que je dis, mais je te remercie de m'amener à aller comme ça plus au fond des choses. Je prends tes remerciements, mais moi je te remercie aussi d'avoir accepté un peu au pied levé, puisque je t'ai appelé il y a que quelques jours pour pouvoir venir. Eh bien, on va conclure là-dessus. Je vous remercie. Vous retrouverez... allez voir aussi la conférence qui est sur le site dont on a parlé tout à l'heure. Je mettrai peut-être en fin de vidéo un lien vers cette conférence. Voilà, merci Jocelyn. Merci Franck. À bientôt. Avec plaisir. Ciao.